Merci. Oui, on se disait avec ma collègue, ma voisine, vous aviez essayé d'interviewer des managers aussi, puisqu'il y avait des conseillers creux, des psychologues du travail. Qu'en est-il de la ligne hiérarchique qui peut être aussi concernée par cette même organisation du travail et de l'industrialisation? Alors non, on n'a pas fait d'enquête collective avec des managers. Ceci dit, effectivement, ils sont, comme vous dites, bien pris par cette organisation du travail, puisqu'ils en sont le relais aussi. Par contre, ce qu'on aura compris des discussions, c'est que tous les managers n'ont pas la même position vis-à-vis des prescriptions et n'ont pas le même zèle à faire appliquer en fait les prescriptions gestionnaires dans l'accompagnement à l'emploi. Et effectivement, c'est de suite beaucoup plus vivable pour les conseillers, les psychologues, quand il y a des managers qui sont en mesure de laisser des marges de manœuvre considérables vis-à-vis des prescriptions chiffrées notamment. Donc, mais c'est vrai que voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus pour comprendre aussi eux comment ils tiennent et comment quelles sont leurs souffrances à eux en tant que manager pour arriver à tenir ces positions ou pas. Et c'est ce qui manquerait voilà, pour approfondir un peu aussi le tableau du travail à Pôle emploi, du rapport au travail. Peut-être dire aussi quelque chose du projet de recherche, c'était que nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de faire une recherche clinique sur l'expérience subjective du chômage. Et donc, quand on a choisi aussi de faire un travail avec les psychologues ou avec les conseillers, c'était toujours avec cette idée qu'il fallait qu'on rencontre aussi les gens qui rencontraient réellement les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que le travail n'a pas été directement entrepris, parce qu'on aurait pu tout à fait envisager de mener ne serait-ce que des investigations individuelles, même avec les encadrants ou les gens de l'ELD. Mais vraiment, l'idée, c'était aussi d'avoir accès à la manière dont les gens étaient soit traités, ou la manière dont on s'occupait des gens au Pôle emploi. Et ça, c'est vrai que par la connaissance qu'on avait de la situation, on savait que là, pour le coup, les encadrants ne pouvaient pas nous dire quelque chose vraiment très directement de la manière dont ils traitaient les gens, si ce n'est un peu à distance, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on souhaitait vraiment aussi travailler avec des gens qui avaient en face d'eux des êtres humains, quoi, qui nous intéressaient dans le cadre de cette investigation de ce que peut être l'expérience subjective du chômage. J'en donnerai je donnerai quelques éléments tout à l'heure. Mais c'est aussi pour rendre compte un peu du choix méthodo, quoi. Mais il est probable que si ça continue, notamment pour essayer de mieux comprendre un peu, et probablement avec France Travail, ça va devenir un objet de recherche à nouveau pour nous, on sera amené à faire ce type de travail. Voilà. Et dans le cadre de cette recherche, on trouvait que c'était pas forcément pertinent. Voilà. Oui, juste un complément par rapport à ça. J'ai bien compris l'enveloppe de l'attaque, mais je rejoins ce que Carole disait au niveau des managers. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder après et en dehors de Pôle emploi, parce qu'ils ne parleront pas pendant qu'ils sont à Pôle emploi. Mais quand les postes de manager sont diffusés à aujourd'hui, et je ne parle pas d'hier, je parle juste d'aujourd'hui, il y a quelque temps, il y avait un engouement pour le poste dit responsable d'équipe, donc RE, REA, peu importe. Il y avait vraiment des collègues qui avaient envie d'y aller. Il y avait un engouement. L'engouement s'est calmé. On entendait même, et je vois les têtes qui disent non, ben nous, surtout pas. Si vous voulez rester, vous restez, mais nous, on ne veut plus y aller. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui ont envie, et pas forcément toujours qu'avec des valeurs pourries. Donc ceux qui en ont pas, on les fréquente moins, on essaie d'échanger. Pour les autres, on se dit qu'effectivement, quand il y a quelqu'un qui a des valeurs un peu plus humaines et qui respecte un cadre, mais en faisant différemment, ça amène du mieux pour tout le monde. On a passé une phase actuelle
il y a des postes de manager qui sont diffusés une fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. Pas parce qu'on manque de candidats. Alors, on manque de candidats. J'ai bien dit, il y en avait, il y en a moins, parce qu'il faut être un peu quand même luberlu par moment. Et puis, il y a quand même des gens qui veulent continuer. Donc, c'est un passage obligé par ces postes-là. Et aujourd'hui, Pôle emploi, en fait, ne prend pas les personnes qui se postulent, allez, je vais être gentil, 3 fois sur 4, parce qu'ils n'ont pas la bonne posture. Voilà. Et c'est pas une question de compétences, et puis les compétences, ça s'acquiert, mais à aujourd'hui, on recherche, excusez-moi, hein, mais je vais dire, ça va peut-être paraître brutal, mais je vais mettre mon cœur en fillette, ça s'appelle des moutons de panurge. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où on avait le droit de penser, mais de se taire, et on mettait le tout en musique, et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc je pense que j'ai bien entendu l'angle et la focale que vous avez, et tant mieux, et on va aller sur celle-là. Mais si ça peut donner d'autres idées de recherche, je pense qu'on est tous preneurs. Ça peut être intéressant. Oui, effectivement. Et donc, non pas la posture, ça veut dire, en gros, ils ne veulent pas se soumettre à certaines. C'est ça, hein, c'est bien comme ça que vous voulez le dire. Voilà. Oui, donc effectivement, la question là-dedans de ne pas avoir la posture, et donc finalement de ne pas se soumettre à certains aspects, montre que le travail finalement d'accompagnement et la connaissance du travail d'accompagnement dans ce qu'il a de plus honorable dans le sens d'accompagnement à l'emploi, vers l'emploi, et n'est pas le souci. Voilà. Le souci est bien celui des chiffres. Peut-être pour ajouter quelque chose sur cette question de la posture, c'est des choses qu'on rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que assez souvent, parce que ça, c'est pas qu'au Pôle emploi, la question de la posture, elle s'articule directement avec, on pourrait dire, les éléments de production idéologique ou de propagande directement émis à partir de la direction de des directions de la communication, de la direction de la communication, tous les éléments de langage qui aujourd'hui traversent le Pôle emploi, et dans lesquels la posture en fait se traduit généralement par la capacité ou non à reprendre les éléments du discours ou les éléments de langage émis et produits directement par les différents dispositifs de communication. C'est pour ça que ça fait partie d'un des piliers qui n'a pas été évoqué par Fabien, mais dans les transformations de l'organisation du travail, l'organisation gestionnaire ou l'organisation néolibérale du travail, je pense que c'est un peu plus précis de le former de cette manière-là. Il y a un des piliers, c'est tout ce qui relève de la frappe communicationnelle. La frappe communicationnelle qui fait que les directions de la communication, pour le coup, elles enflent. Il y a beaucoup de moyens, il y a des embauches, les directions de la communication sont assez importantes, puisqu'en fait, c'est pas de la communication dont il s'agit. C'est vraiment, je pense que le terme précis, c'est de la propagande, mais vraiment au sens précis du terme, les directions de la communication ne communiquent pas. Elles ne communiquent pas, puisque si on s'en tient même à des conceptions extrêmement simples de la communication, les modèles qu'on apprend à la fac, dans lesquels il y a un émetteur, un récepteur, un canal, un message. Et dans la communication, l'émetteur change et devient récepteur, et il y a une communication. C'est un petit modèle, le modèle de Jacobson. Et donc il y a plein de modèles de la communication interhumaine, de la communication entre les animaux, entre les êtres humains et les animaux, etc. Mais donc il y a vraiment cette idée où l'émetteur et le récepteur changent dans un processus de communication. Une direction de la communication n'est absolument jamais réceptrice de rien du tout. Vous ne discutez pas avec une direction de la communication, elle ne reçoit rien si ce n'est qu'elle émet. Donc comment on appelle ça? C'est pas de la communication. Et donc ça, c'est les travaux d'un historien qui s'appelle Patrick Colomb, assez intéressant, dans lequel il dit petit à petit, le terme de propagande, qui était revendiqué, notamment par un certain nombre alors je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des théoriciens, mais en tout cas les gens qui ont conçu le courant des public relations, donc en gros la communication de masse, revendiquer ce terme-là, notamment Edward Bernays qui a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. Donc Edward Bernays, c'est vraiment un des pères fondateurs de la communication publicitaire. Donc, si jamais vous vous intéressez à Bernays, vous verrez Bernays.
C'est assez intéressant. C'était le double neveu de Freud. Voilà, double neveu, ça veut dire que sa mère était la sœur de Freud et son père était avec la sœur de Freud. Bref, des trucs un peu. Voilà, donc il était très proche de Freud. Voilà, ça fait un peu très. Oui, c'est à la fois freudien et très très potin de star. Voilà, mais non, mais pour que vous ayez en tête que et vraiment, il a été qualifié par un magazine. Donc c'est pas le Times, je confonds. Il faudra que vous alliez vérifier. Mais comme faisant partie des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Et donc lui revendiquait le terme de propagande pour parler de publicité. Et donc, les instruments de la publicité sont aujourd'hui repris par les directions de la communication. Et donc, on utilise les instruments de la propagande ou de la publicité, non plus à l'extérieur de l'institution, mais à l'intérieur même de l'institution. Et qu'est-ce que ça devient ? Ça devient une prescription. Une prescription de quoi ? De la posture. Et c'est ça qui devient intéressant. J'ai des applaudissements et tout, mais... Voilà, et en fait, c'est assez souvent de ça dont il s'agit. C'est pour ça que donc ils n'ont pas les bons termes. Ils veulent pas dire que voilà, ils veulent pas utiliser les nouveaux termes qui et on le verra. Enfin, non, je pense qu'on le verra pas, mais on vous enverra ces termes qui peuvent opérer des confusions, vraiment des périodes de confusion en réunion. Ah bah c'est bon, super. Voilà, donc c'était juste pour rajouter un truc à la posture, pour le mettre pour l'articuler directement avec cette question de la propagande et des éléments prescrits par voilà. Qu'est-ce qu'on entend par posture ? C'est reprendre à son compte les éléments prescrits par la communication. Vous venez de terminer votre rapport là et votre travail de recherche. Quelle va être sa diffusion, enfin si vous le savez? Et est-ce qu'il y a des suites ? Enfin, voilà. Alors la C'est trop tôt peut-être. Non, la diffusion est publique, hein. C'est-à-dire que tout le monde aura accès à ce rapport une fois qu'il sera publié officiellement sur le site de la DARES et de l'adresse. Les suites, il y a les suites nous par la recherche qui nous anime et ces questions nous animent, donc il y aura toujours des suites pour nous. Mais là, les suites pour nous, c'est indépendant des suites pour vous. Enfin, pas indépendant, mais pas directement lié aux suites pour les personnes comme vous qui sont engagées dans ces questions. Et là, effectivement, je pense que les suites, c'est aussi d'arriver à se saisir déjà de ce qui est dit dans ce rapport. Les suites, c'est déjà avoir ce genre de moments et de discussions. Je pense c'est le plus important, en fait. C'est là où on peut discuter, penser ensemble un certain nombre de choses, déconstruire un certain nombre de choses, construire d'autres choses. Ça prend du temps, effectivement, par contre, et ça ouvrera la voie vers voilà, d'autres propositions, comme faire un travail avec les ELD, voir aussi un travail dans chaque agence en fonction des personnes qui se sentent concernées par ça. Voilà. Donc tout ceci est pour l'instant très évasif parce que c'est toujours avec les personnes engagées et voilà, il n'y a pas d'effet direct d'un rapport sur c'est la façon dont on peut le saisir et se l'approprier. Tu veux rajouter ? Oui, peut-être pour voilà, je pense, enfin, on est d'accord, mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que on n'a aucune illusion sur le fait que ce rapport puisse produire quelque chose de lui-même, par exemple. On explique notamment la conclusion du rapport, on vous en dira quelques mots. La conclusion du rapport, c'est quand même de rendre compte que ce qu'on a compris, c'est que les logiques d'activation sont délétères pour la santé des demandeurs d'emploi. Voilà, c'est la conclusion. Donc c'est quand même une proposition forte qui vient dire si on s'intéresse à la santé mentale, si vous continuez à concevoir voilà, si vous continuez à concevoir l'outil Pôle Emploi et en même temps si vous continuez à concevoir le traitement du chômage ou la question de l'insertion sociale et professionnelle de la même manière, vous allez en fait envoyer les gens dans le mur. Voilà ce qu'on dit, et vous allez les faire tomber malades. Et on a des exemples de cas cliniques dans lesquels ce n'est pas bon pour la santé. Bon, donc on a dit ça.
quand on dit ça, en fait, on voit bien qu'on rentre dans l'espace social et dans l'espace médiatique avec une proposition assez forte qui vient de dire si vous continuez comme ça et si on s'intéresse à la santé, vous allez détruire des vies. Donc, notamment, on a parlé d'un article de Mediapart qui paru il y a quelques temps, qui essaye de comprendre comment une personne peut faire une tentative de suicide après réception d'un courrier du Pôle emploi. Bon. Donc nous, on va un peu plus loin et on dit, si vous continuez à faire ça, en fait, vous attaquez la santé des gens. Et en plus, les demandeurs d'emploi doivent non seulement se protéger de la situation de chômage, mais se protéger du Pôle emploi. Bon, en gros. Bon. Mais on n'a pas d'illusion. Une fois qu'on a dit ça, on se dit plutôt, si ça tombe dans les mains, on va plutôt prendre des coups. On a l'habitude. Après, il nous arrive des machins. Dans les institutions, on se fait fracasser, on perd des postes. On a plutôt peur de ça. Et en plus, on n'a aucune illusion sur le fait que le rapport puisse produire quelque chose dans le champ de l'action, si ce n'est déclencher un débat qui fait qu'au final, ça va. Pour nous, et c'est pour ça que je veux insister là-dessus, je pense que le plus important, c'est vos retours. C'est pour ça, donc Isabelle, je crois que c'est votre prénom, quand vous dites que ça vous parle, pour nous, c'est extrêmement important parce que on se dit que le boulot qui a été fait, il a une validation par ceux-là même qui vivent les situations de travail. Et vous en conviendrez, on n'a pas travaillé avec vous. Voilà. Donc, pour nous, ça fait partie des temps de validation qui nous renforcent, dans lesquels on se dit, même du point de vue de la production de connaissances, on est dans le registre de quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, avec un petit V, mais de la vérité. On est en train de vous présenter ça, et vous dites pas, ils sont complètement déconnants, ils nous parlent de je sais pas quoi, expérience que vous faites régulièrement les vendredis après-midi dans les réunions, voilà, ben, d'accord, bon, donc voilà. Hein, jeudi après-midi, voilà. Donc pour nous, ça c'est très important parce que ça nous permet de nous installer. C'est pour ça que là, il y a Claire-Léa Toubiana ici, je lui ai envoyé le rapport. Voilà, elle est complètement, partie du rapport où elle est partie prenante dedans. Elle me fait un retour. Fabien et moi, on est très contents. Pas juste parce qu'elle nous a dit que c'est bien, elle nous a dit c'est vrai. Voilà. Bon. Donc ça nous permet de nous installer. Premier point. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, l'idée c'est que ce rapport n'a pas d'existence en lui-même. C'est comment les gens s'en saisissent et comment nous, en tant que chercheurs, on peut venir appuyer justement des espaces dans lesquels on puisse se mettre à penser à un certain nombre de choses qu'en vérité, peut-être on n'a pas l'habitude de penser. L'idée, c'est qu'un rapport comme ça change un peu, ce que je dis souvent, les coordonnées de la discussion. Qu'on se mette à discuter de trucs qu'on ne discute pas d'habitude. Et parce qu'on a cette idée que si on se met à discuter d'un certain nombre de choses, on se met à les penser, et si on se met à les penser, on commence à avoir des idées du point de vue de l'action. Donc, pour nous, le rapport, il a cette vertu-là que dans la mesure où il est emparé par des collectifs et il devient un objet de discussion. C'est en ça que pour nous, la suite ne se construit que de cette manière-là de notre côté. Pour nous, on n'a aucune illusion sur un rapport. Voilà. Sauf qu'il a une légitimité. C'est le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Une légitimité institutionnelle. Nous, on est des universitaires. La question de la légitimité, elle est importante de ce côté-là. Mais c'est le saisissement par les gens eux-mêmes. Il n'aura d'effet. Et donc, des fois, c'est peut-être que dans une agence. C'est peut-être que dans une région. Eh ben, c'est déjà énorme parce que c'est les choses qu'on va discuter avec vous du côté de l'action. C'est déjà énorme. Mais voilà un peu ce que nous, on espère de ce rapport, c'est qu'il soit saisi et qu'on puisse le discuter avec des personnes. Et ben, si c'est voilà, je répète, que dans un endroit, mais qu'on aura permis peut-être que des discussions s'engagent et que des liens puissent se tisser entre les gens pour penser à nouveau frais la question de l'action, on aura déjà réussi quelque chose. On n'a aucune illusion sur le fait qu'on va transformer les grandes politiques publiques. Le néolibéralisme est tellement installé, la conception de l'accompagnement, elle est totalement infiltrée, y compris à l'université, y compris nous-mêmes à l'université, on fonctionne on fait des blocs de compétences totalement débiles dans lesquels nous aussi on est pris par toute cette conception fausse, mais de ce que c'est qu'un métier, etc. Donc, on n'a pas d'illusion moi, personnellement, j'ai pas d'illusion avec un rapport sur le Grand Soir. Mais on espère pouvoir, peut-être ponctuellement, pouvoir rediscuter, que ça soit un objet pour la discussion, pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux perspectives d'action. Je peux intervenir ? Alors, à nouveau, un nouveau témoignage. Merci de mettre des mots sur des mots. Hein, c'est tellement évident, mais c'est bien en le disant. C'est pas du tout à l'échelle d'une agence, hein, c'est à l'échelle nationale, c'est évident. Et pas plus tard que cette semaine encore, des députés ont proposé des amendements
dans le cadre du projet de loi France Travail, pour justement faire ce type de rapport, copier-coller à peu près sur ce que vous avez fait, sur l'évolution de la pauvreté, de la santé des gens. Ils ont osé demander un amendement sur la santé des agents de Pôle emploi et même de la mesure des tentatives de suicide de Pôle emploi. Bon, évidemment, ils ont tous été retoqués d'une violence, d'une manière violente assez inouïe. Mais moi, je vous invite à refaire ce type de recherche dans 5 ans, voilà, à peu près dans 5 ans, quand toute la machinerie se sera bien encore plus emballée et à comparer les résultats. Alors après, j'ai bien compris toutes les notions, évidemment, qu'elle nous parle à tous. La question, c'est est-ce qu'il y a des chiffrages, est-ce qu'il y a des... J'aime pas utiliser le mot des chiffres après tout ce qu'on vient de dire, mais n'empêche que pour essayer de mesurer l'évolution de l'aggravation du truc, parce que forcément, on file droit dans le mur et droit dans le clash, ce serait... Voilà, est-ce qu'il y a des quantités un petit peu dans votre rapport? Oui, ce qu'on peut relier au rapport que vous nous présentez et ce qu'on peut confirmer facilement, quand on parle du mal-être, du malaise, des difficultés que rencontrent les usagers de nos services, et en particulier les demandeurs d'emploi, parce que les employeurs ils ont moins de problèmes, c'est le nombre d'intentions suicidaires. Ça, c'est une donnée qu'on a tous les trimestres en commission santé, sécurité, conditions de travail, et qui est en constante évolution. De ce point de vue-là, voilà, ça vient corroborer ce que vous dites. Voilà, en tout cas, je voulais donner cette info. Fabien ça fera un pont. Un pont entre ce que dit Pierre et ce que va raconter Fabien. Moi, je reviendrai sur la question du chiffrage pour vous donner maintenant des exemples et justement pourquoi, de mon point de vue, voilà, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que c'est justement pour moi c'est une erreur du point de vue de la conception de l'action de penser en termes de chiffrage. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Très classique. Je vais vous parler des suicides. Voilà, je vais vous parler justement de la question des suicides au travail, dans lesquels vous avez tous entendu parler de France Télécom, bien évidemment. On parle de France Télécom, on prend le soin d'éviter de dire que c'est Orange, mais il ne faut pas oublier que c'est Orange quand même. Voilà. Et donc, qu'ont fait les syndicats? Alors, notamment celui qui s'est saisi le plus de cette question des suicides. Ils ont, donc c'est Sud, et ils ont installé un observatoire des suicides. D'accord? Donc, pour eux, l'idée, c'était de commencer à mesurer et à chiffrer le nombre de suicides. D'accord? Donc, on a mis en place l'observatoire des suicides. D'accord? Ce qui fait qu'ils ont commencé à compter le nombre de suicides. C'était exactement ce que voulaient faire les forestiers à l'ONF, puisque nous, on a fait une intervention avec Christophe Dejour et avec le laboratoire de psychodynamique du travail à l'ONF pendant des années. Si jamais ça vous intéresse, il y a une partie de ma thèse, un chapitre entier qui est consacré à l'ONF. Elle est en ligne. Vous tapez Antoine Duarte thèse et vous téléchargez ça et vous prenez. C'est le chapitre 4, je crois. Pas je crois, je sais. C'est le chapitre 4. Donc c'est intéressant parce qu'eux aussi ont voulu compter le nombre de suicides. Qu'est-ce qui s'est passé au procès France Télécom? Là, je vais vous raconter. Arrive la question de la quantification des suicides avec cette idée, plus il y a de suicides, plus les gens vont se réveiller. D'accord? Ce qui est faux, déjà sur le point de vue de l'action, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y avait vraiment cette idée-là. Quand des experts ont été appelés à la barre, lors du procès France Télécom, la défense a appelé 3 experts, Michel Golac, Christian Baudelot, qui sont des sociologues quantitativistes, et Christophe Dejour. Baudelot et Golac sont venus dire les chiffres, c'est pas très bon pour les suicides. Et Christophe Dejour est venu donner un certain nombre d'indications sur les rapports entre les transformations de l'organisation du travail et le suicide. Qu'a fait la défense? Donc la défense du top management Ils ont appelé des sociologues aussi, qui ont expliqué on compte le nombre de suicides. Et si je le rapporte à la population française, entre 25 et 45 ans, ils sont en dessous de la moyenne. Donc, il n'y a pas de lien entre l'organisation du travail et les suicides. Il y a un piège de la quantification. Le piège, vous allez voir comment il se retourne là d'une manière, et c'est ce que j'évoque dans la thèse, et c'est là aussi où
rencontrer des syndicalistes qui sont capables de nous parler de ça, moi je trouve ça très émouvant, c'est le courage de penser contre soi-même, c'est qu'ils commencent à expliquer que dès qu'on commence à compter le nombre de suicides, on a l'idée que plus on va avoir de suicides, plus on va être efficace. Ce qui veut dire que petit à petit, quand arrivent des nouvelles de suicides de collègues, au lieu d'être tristes, les gens sont excités. Vous voyez le retournement que ça provoque, y compris psychique. Alors là, on est au cœur des stratégies de défense, d'accord ? Puisque c'est... Quand on apprend le suicide d'un collègue, c'est la déstabilisation psychique, elle est terrible. Donc, on va utiliser la quantification de manière défensive sur le plan psychique pour ne pas s'effondrer. Mais donc maintenant, donc quand il y a un suicide qui arrive, les collègues de l'ONF racontent, mais c'est vrai que on en est, là, ça c'est une phrase qui m'a marqué, on en est presque à être content. Vous voyez le piège de la quantification, parce que le chiffre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait disparaître la subjectivité. Le chiffre, il fait disparaître les vies humaines. Et alors, là, justement, il y a un passage absolument magnifique de Søren Kierkegaard, le philosophe, qui, au XIXe siècle, parle de la dangerosité de se mettre à compter les suicides. Exactement pour cette raison-là, parce que derrière le chiffre disparaît l'humanité. Et donc, dès qu'on en est à traiter de manière chiffrée les choses, eh bien, à ce moment-là, on s'éloigne aussi de l'importance de traiter la chose en se disant, mais s'il y a eu un seul suicide au Pôle emploi, un seul, c'est gravissime. Et c'est ça il ne faut jamais lâcher ça. Et la question du mesurage du bien-être, etc., eh ben, vous verrez, on vous dit... il y a une augmentation du mal-être ces 5 dernières années. On va toujours vous renvoyer à la norme nationale, etc., etc. Alors que si vous commencez à parler de l'histoire d'un ou d'une collègue, comme à l'ONF, dans lesquels on leur impose de faire des choses qui les amènent à détruire la forêt, qu'à partir du moment où ils se mettent à faire ça, ils se noient dans le travail, ils n'arrivent plus à tenir, la forêt continue de se dégrader, jusqu'à ce que la santé se dégrade. Ensuite, les collègues, avec l'isolement, etc., qui conduit jusqu'au suicide, le fait de déplier un cas singulier a beaucoup plus de force que la question quantitative. Et je terminerai par qu'est-ce qui fait qu'à France Télécom, les dirigeants ont été condamnés ? C'est la clinique du travail. Spécifiquement, c'est-à-dire que ce sont des juristes. La première d'entre elles, c'est Rachel Saada, qui est la première à avoir... fait reconnaître la responsabilité de l'employeur dans un suicide chez Renault, au Technocentre de Guyancourt, en utilisant les outils de la psychodynamique du travail, retrace l'histoire d'un cas, celui d'Antonio B. Et si ça vous intéresse, là pour le coup, dans l'activité syndicale, il y a une BD magnifique qui s'appelle Le travail m'a tué, voilà, de Grégoire Mardon, Hubert Prolongeau. J'ai un peu participé à ce travail-là. C'est l'histoire d'Antonio B. Eh bien, là, à travers le déroulement de l'histoire d'un cas, il y a eu la condamnation de l'employeur, exactement comme ça s'est passé avec France Télécom. On a déroulé les histoires singulières. On a lâché la question du chiffre. On a dit, cette personne-là, qui bossait chez Renault, ingénieur, passionné de voitures, pendant 20 ans, a eu des notations extraordinaires, arrivent les transformations de l'organisation du travail, et petit à petit, on voit comment il y a une dégringolade, mais comment aussi le travail rentre dans l'espace privé, détruit l'espace privé aussi. L'économie érotique est attaquée, le couple, les enfants commencent à mal aller, et c'est rapatrier une autre fois tous ces problèmes-là dans le travail, jusqu'au passage à l'acte, jusqu'au raptus suicidaire. Et bien c'est comme ça que les dernières victoires dans les tribunaux ont été obtenues par la clinique, c'est-à-dire le fait de rentrer dans des histoires singulières. C'est pas le chiffre qui a fait gagner du point de vue de l'action. C'est jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'on m'explique, ah ben oui, le chiffre, machin, tout ce que tu veux. Mais pour le moment, les dernières victoires qui ont été obtenues, notamment sur ces questions de conditions de travail, elles ont été obtenues par le déploiement d'histoires singulières. Et les avocats, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé de monsieur machin, de madame machin, voilà, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point important aussi dans le registre de l'action. Voilà.
Oui, quand j'entendais les chiffres, ça m'a fait penser à une maison qui s'appelait la NPE. La première fois où je me suis rendu à la direction générale, il y a un collègue à moi, un collègue du SNU, Noël Dossé, qui travaillait au service des études et statistiques. Et puis il y avait cette petite affiche qui disait la statistique est aux statisticiens ce que le réverbère est à l'ivrogne. Elle sert plus souvent d'appui que d'éclairage. Ça me fait passer un peu à ça, les chiffres. Bon, voilà. La petite plaisanterie dite. J'ai une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, ça a été le suicide de Monsieur Cham à Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce demandeur d'emploi qui s'est immolé. Parce que il y a eu, alors précisément, je ne sais plus, c'était sur de la gestion de droit, c'était sur son dossier. Hein, alors je ne sais pas si c'est un trop perçu, je ne sais plus précisément. Et c'était à ce niveau-là que ça se jouait. Je me souviens, à cette époque-là, être au CCE et l'établissement a tout fait pour renvoyer la responsabilité sur la personne et en aucun cas sur le schéma organisationnel qu'il y avait à Pôle emploi. Et de toute façon, quand on attaque la direction, enfin quand on essaye justement de contrer ce que met en place notre établissement, ça touche à l'organisation, systématiquement. Et quand on commence à toucher à l'organisation, l'établissement, alors quand il y a des drames comme celui-ci, il répare, entre guillemets, à la fin. Il essaye de réparer. Globalement, quand il y a des incidents, ils y arrivent à peu près à réparer quand il y a eu une agression. Mais après, quand il s'agit après d'analyser la source du problème, quand il s'agit de réfléchir à pourquoi on en est arrivé là, ça touche obligatoirement à l'organisation. Et ça, il refuse catégoriquement et toujours d'aller sur ce terrain-là. Toujours. Et donc, en termes de résistance, moi je pense qu'il faut qu'on les attaque toujours sur ces éléments-là. On analyse, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'amélioration? Alors ça va forcément toucher à l'organisation, parce qu'on a, nous, de l'expérience, parce qu'on sait aussi, nous, en tant que professionnels, ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, et je pense qu'on le sait mieux que l'établissement. Et donc, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Si je peux juste que souscrire à ce que vous dites. En tout cas, c'est un des éléments dans l'enquête. Durant l'enquête, on est arrivé l'enquête auprès des conseillers. On est arrivé juste après le suicide d'un conseiller dans une agence. Pendant l'enquête, il y a eu l'événement syndrome, donc le meurtre, l'assassinat de Patricia. Lors de notre restitution auprès des conseillers, venait de survenir aussi le suicide d'un de leurs collègues d'une agence. Alors, c'était pas des gens que nous avons connus, nous, mais c'est des gens qui connaissaient eux et dont ils ont parlé. Et donc, c'est vrai que, enfin, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, c'est ça, c'est instruire, en fait. C'est instruire les cas et enquêter, en fait, mais enquêter au sens de les liens entre santé et travail, santé et organisation du travail dans ce genre de situation, parce que ça apporte une description. En fait, c'est comme ce rapport, il apporte une description de quelque chose, ça nous aide à comprendre d'une autre manière, décrire d'une autre façon une description qui va s'opposer en fait à la description que va faire le top management, ou les tenants de l'organisation du travail. C'est pas facile. Il faut des fois du soutien en termes extérieurs pour faire ces descriptions, pour enquêter, mais je pense que c'est nécessaire pour arriver à transformer quelque chose du point de vue de l'action. C'est à moi. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'interviens, je suis un peu ému par ce que vient de dire Antoine, parce que Antoine, je l'ai connu, il m'a formé à la psychodynamique du travail à une période où je venais de faire un burn-out, et ça m'a certainement sauvé de pouvoir rencontrer des gens comme ça qui m'ont fait réfléchir à comment ça se passe en fait dans le travail. Parce que je culpabilisais énormément à cette époque-là
de ma situation, puisque je n'allais pas bien, et que c'était un lien avec le travail, mais je n'arrivais pas à savoir pourquoi ça n'allait pas bien. Ils m'ont permis de comprendre certaines choses. Et pourquoi je parle de ça, c'est pas pour parler de moi, c'est pas intéressant, mais parce qu'on est tous au travail tous les jours, on est d'accord avec ce qui vient d'être décrit de notre quotidien au travail. Pour autant, on est subordonné à un contrat de travail. Donc tous les jours, on est obligé de faire des choses qui parfois vont à l'encontre de nos valeurs. On peut contourner avec plus ou moins de facilité selon l'endroit où on travaille ou selon notre expérience ou selon notre personnalité peut-être. Mais pour autant, tous les jours, quand on va au travail, aujourd'hui, on a des injonctions qui nous font dire que pour des formations, pour nos demandeurs d'emploi, c'est 400 heures maximum. Donc on sait très bien qu'avec 400 heures, on forme des gens juste à savoir faire une tâche et pas être formés, avoir des compétences larges. Je ne vais pas vous donner tout un tas, on a tout un tas d'exemples. Moi, j'ai un exemple très récent d'une réunion. Je travaille avec des jeunes, portefeuille renforcé jeunes, équipe jeune, et puis notre... Ça revient, c'est un exemple que je pense qui va illustrer vos 5 points. Je ne vais pas l'étaler longtemps, mais contextualisation équipe jeune, une moitié en télétravail, donc réunion par Teams pour moitié télétravail et pour moitié en présentiel. Ça aura une utilité de le savoir pour la suite. Et donc l'idée, c'était de se réunir pour parler de nos liens avec la mission locale. Et notamment, on voulait parler de nos liens avec la mission locale. C'était ça l'objet. Et l'objet a été transformé en... notre responsable d'équipe nous a sorti un document avec les 3 agences du Tarn-et-Garonne, prescription mission locale de chacune des agences du Tarn-et-Garonne, et comme par hasard, nous étions les plus mauvais. Donc on est parti de comment on pourrait améliorer nos relations avec la mission locale à nous sommes les plus mauvais dans la prescription auprès de la mission locale. Et alors pourquoi je dis que c'était important qu'on soit à moitié en télétravail et l'autre moitié en présentiel? C'est que j'étais en télétravail. Et quand j'ai vu ce document apparaître, j'ai dit, il y a une question qu'il ne faut pas poser, c'est, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est aussi en retard? Évidemment, comme on ne se voit pas, une collègue a posé la question. Donc évidemment, on est arrivé donc pratiquement sur le fait qu'on n'était pas spécialement très compétent dans notre travail, puisqu'on n'y arrivait pas. Et le départ, qui était un échange entre nous, est devenu une prescription de la part de notre responsable d'équipe. Je pense qu'il ne l'a pas fait à mauvais escient, mais comme elle vient d'une de ces 2 agences de Montauban, et qu'elle sait comment ils travaillent à Montauban, et puisqu'ils réussissaient mieux que nous, elle nous a dit, vous n'avez qu'à faire comme à Montauban, vous faites une réunion avec les jeunes, vous leur présentez les différents dispositifs pour les jeunes, vous mettez des post-it à chacun des jeunes, ils écrivent dessus le dispositif qui leur plaît, ils collent sur le tableau, prescription terminée. Et ça s'est terminé comme ça. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, c'est moi qui anime le premier atelier. On verra comment j'arrive à contourner un petit peu la situation. Je vous avoue que je pense que je vais aller pile poil dans ce qu'elle demande, juste manière d'avoir une réaction en face de moi. Voir comment les jeunes vont réagir lorsque je vais leur dire, vous n'avez pas le choix, puisque l'argument de ma responsable d'équipe a été, aucun jeune peut refuser une aide. Ils ont tous besoin d'une aide. Donc moi, je lui ai demandé sur quels arguments scientifiques et quels textes en psychologie elle se basait pour pouvoir nous expliquer que chaque personne qu'on avait rencontrée en face de nous avait besoin de quelque chose que l'on allait leur proposer, nous, et pas de quelque chose qu'eux souhaitaient. Je n'ai pas eu de réponse, moi. Donc j'animerai l'atelier, mais tout ça pour dire que quand on est dans le quotidien du travail, on est quand même obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Et on se retrouve souvent, soit par des décisions individuelles de défense. On parlait tout à l'heure avec des collègues de Lannemezan, par exemple, elles ont plusieurs collègues qui ont demandé des congés formation pour se barrer à un moment donné. Donc c'est des réactions individuelles. Mais comment est-ce qu'on arrive à créer de la réaction collective face à ces situations que, pour une partie d'entre nous, en tout cas ceux qui sont présents ici, on va reconnaître comme étant des injonctions paradoxales, par exemple, des conflits de valeurs, que ça attaque notre... vous avez parlé tout à l'heure de la subjectivité au travail, ça attaque tout ça, nos émotions au travail, tout en sachant que c'est pas facile d'en parler, parce qu'on n'a pas d'espace. On n'a pas d'espace. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui, dans leurs agences, ont des temps d'échange, de pratique ou autre. On n'a pas d'espace. Et donc, c'est vrai que je suis d'accord avec l'idée que ça doit partir de la base,
et qu'il faut il faut prendre ce texte, mais c'est comment on fait en fait. La question reste quand même j'attends pas une réponse. Je pense que c'est difficile d'avoir une réponse là où on en a des réponses, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre, quoi. Mais c'est aussi pour se dire qu'il ne faut pas qu'on culpabilise en fait, parce qu'on a un lien de subordination qui nous oblige à faire des choses, mais on peut passer toute sa carrière à culpabiliser de faire des choses qui ne vont pas dans le sens que l'on souhaiterait. Et moi, ce que m'a appris la psychodynamique du travail, c'est que c'est pas ma faute. Voilà, c'est pas ma faute. Il y a un lien de subordination, il y a des responsables de ça, il y a des responsables de l'organisation du travail, il y a des responsables bien plus hauts des politiques de l'emploi, et que nous sommes un maillon de ça. À notre échelle, on peut essayer de lutter, mais il ne faut pas qu'on culpabilise. Et je pense que c'est mon message aujourd'hui. Je vais avoir une intervention rapide pour te répondre sur ton atelier. Alors, c'est juste une petite idée. Tu rajoutes un post-it où il y a marqué « autre ». Et donc, du coup, tu vois, si c'est autre, ça peut être éventuellement ce qui intéresse les gens qui sont là. Et peut-être qu'on aura une idée, on répondra peut-être à leurs besoins plutôt qu'à une demande de l'établissement. Et ça peut marcher, hein. Après, où est le problème à faire ça? Après, il faut un peu de courage, peut-être, j'en sais rien, mais bon, voilà. On nous demande d'être créatifs, soyons-le. Hein. C'est des innovations. Merci Ghislaine pour les idées. Juste concernant la situation d'enquête, je souhaitais dire que justement sur le sujet, actuellement est en cours une procédure pour danger grave et imminent nationalement qui est menée par le SNU et FO, par des élus au CSEC, qui a justement pour but le fait d'aller voir sur le terrain quelles vont être les conséquences de l'organisation du travail et dans les différents process et la mise en place de la réglementation, par exemple, sur la conséquence directe sur la santé des agents et la santé des demandeurs d'emploi, et donc l'augmentation éventuellement du taux d'agression. Par exemple, deux exemples très vite sur le sujet, ça va être des courriers qui vont être automatisés sur des demandes de trop perçues qui sont d'ailleurs parfois faussement vraies, c'est-à-dire que pas forcément vérifiées, que les demandeurs reçoivent avec extrêmement de violence et par lesquels on leur demande de rembourser des sommes sur lesquelles il n'y a aucun accompagnement. Et donc, du coup, ça forcément, ça génère des situations derrière. Ça va être aussi la suppression pure et simple du revenu de remplacement pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, notamment les saisonniers, où du jour au lendemain, on va finalement leur notifier un refus de droit sans qu'il y ait forcément d'explication. Et toute cette violence institutionnelle, par les process, par les réglementations, etc., se retrouve ensuite à être portée par des agents qui, eux, ne sont pas mis en situation d'être outillés pour faire face à ça, et qui se retrouvent du coup dans une espèce d'exigence émotionnelle sur tous ces sujets-là, et qui se retrouvent à être, eux, mis en situation et d'être à la fois auteurs de violence, puisqu'ils portent la parole, et en même temps victimes de la situation, puisqu'ils le vivent comme étant un conflit de valeurs terrible, quoi. Voilà. Et donc, on espère que les conclusions vont être rendues bientôt. Enfin, en tout cas, le rapport devrait pas tarder. Bon, voilà, c'est pour Tu voulais répondre à Romain ou pas? Je voulais continuer un peu. Et en même temps, ça permettra sûrement à la fois de répondre à certaines remarques. Si ça vous va, et après on reprend la discussion. Je pense que c'est pas trop mal de faire un petit point. Je pense que même je glisserai un mot sur cette question de violence institutionnelle pour venir un peu appuyer un certain avoir peut-être une autre conception de cette violence institutionnelle, mais juste et donc ça va reprendre aussi avec ce que disait Romain. Effectivement, il y a deux choses peut-être sur lesquelles je voudrais insister maintenant comme conséquence, en tout cas dans la pratique du métier de conseiller, de psychologue à Pôle emploi, qui vient
qui vient être dérangé par le tournant gestionnaire, enfin le tournant c'est pas un tournant, il est bien installé, mais c'est une bonne grosse ligne droite qui va dans le mur. Mais là, il y a deux aspects, et ce que disait Romain là, c'était la question que j'avais déjà soulevée de la question de l'inversion de la demande. En fait, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus la place dans l'accompagnement pour la demande du demandeur d'emploi, mais c'est bien, il doit répondre finalement aux injonctions et à la demande de Pôle emploi. Et donc, c'est vrai que il y a tout un tas de codage à faire, des prescriptions. Il faut soigner les indicateurs plutôt qu'accompagner les demandeurs d'emploi. Et vient cette formule, en fait, c'est d'un conseiller qui dira, c'est s'adapter, d'une conseillère, pardon, en l'occurrence, qui est s'adapter à l'inadaptable, en fait. Et ça sera le titre, en fait, du rapport qu'on leur remettra à eux, en tant que participants, là, s'adapter à l'inadaptable. Et donc, il y a effectivement cet écart, en fait, qu'on perçoit dans la pratique du métier, entre le prescrit et le réel, finalement, voilà, hein, entre ce qui est prescrit du point de vue de l'organisation du travail et ce qui est et le réel auquel sont confrontés les travailleurs. Et effectivement, c'est des formes de pression, mais de formes de pression au sens de charge, de charge mentale et tout, mais aussi de pression au sens de pousser contraire, c'est-à-dire d'un côté, ça pousse d'un côté avec les injonctions gestionnaires, et ça pousse d'un autre avec le réel qui n'est pas adapté, en fait, qui n'est pas, voilà, c'est moi que vous voyez, c'est le réel qui ne convient pas, en fait, à la. Je me replante encore, hein, mais ça veut dire encore. Mais donc voilà, donc les injonctions ne sont pas adaptées finalement au réel auquel sont confrontés les travailleurs. Donc cette question de l'inversion de la demande était très importante, en tout cas pour nous, à mentionner dans le rapport. Il y a un autre aspect qui est vraiment très important, et là sur lequel j'insiste un peu, mais vous comprendrez pourquoi après. Mais c'est que il y a un écart, finalement, cet écart entre les attentes des demandeurs d'emploi et les attentes de l'institution est d'autant plus important que les profils des demandeurs d'emploi évoluent en fonction des politiques publiques menées, les programmes européens de lutte contre la pauvreté, par exemple, mais aussi en fonction des mutations du marché de l'emploi, des organisations du travail et des conséquences que ces transformations ont sur les travailleurs. Donc, lors de notre enquête, les participants en contact direct avec les travailleurs, avec les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les conseillers et les psychologues, se rejoignent sur un constat, c'est que c'est une des dernières institutions où le public est reçu, et ils accueillent dans leur bureau un grand nombre de personnes en souffrance et de manière croissante. La phrase prononcée, devoir d'abord s'occuper, finalement, ils sont en fait à dire qu'ils doivent d'abord s'occuper de la santé mentale des demandeurs d'emploi avant de parler de recherche d'emploi. Et ça vient pointer deux choses importantes. C'est que d'une part, les situations de plus en plus dégradées des individus reçus. Voilà. D'une part, il y a de plus en plus d'individus qui arrivent, de demandeurs d'emploi qui arrivent dans des situations dégradées sur le plan social, mais aussi sur le plan psychique. Et je pense que c'est très important d'appuyer sur ce point. Et d'autre part, il y a les changements que ce réel du travail provoque dans la façon d'accompagner les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que donc, le réel, c'est que le public évolue, et donc que les pratiques aussi doivent évoluer, et dans le sens des demandeurs d'emploi, pas dans le sens des prescriptions de l'organisation du travail. Donc, et donc, c'est une matérialité du travail qui s'est imposée, hein, ce changement de public, et ça interroge à nouveau la conception de l'accompagnement au sein des corps de métier. Bien que les conseillers vont dire qu'ils ne sont pas censés prendre en charge la misère sociale, c'est ce à quoi ils sont confrontés au quotidien, et que ça vient effectivement, que l'accompagnement vers l'emploi glisse aussi vers l'accompagnement social. Voilà. Et ça donne des personnes qui pleurent beaucoup, qui dorment dans leur voiture alors qu'elles ont un travail, des personnes qui dorment dans la rue, celles qui sont victimes de violences conjugales, celles qui viennent avec leurs dents récemment tombées dans un petit bocal, celles qui viennent avec des photos de leurs hémorroïdes ou avec un test positif du Covid-19 du jour même, hein, pour justifier qu'ils ne peuvent pas venir.
celles qui n'ont pas d'argent pour les couches de leur enfant, celles qui ne parlent pas français, ceux qui sont réfugiés politiques, celles qui viennent à un entretien avec un oiseau sur l'épaule et qui s'envolent dans le bureau, celles qui gardent un chat mort dans le congélateur parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'enterrer, celles qui sont agressives voire violentes. Donc tout ceci est la panoplie en fait aussi des politiques publiques et de ce que reçoit le Pôle emploi en tant que dernière institution qui reçoit du public. C'est très important. Voilà. C'est pas pour faire un tableau faire un buzz avec le tableau. C'est qu'il s'agit maintenant de composer avec la réalité de ce qui fait les interactions des conseillers et des psychologues. Et donc c'est vrai que ils vont dire que tout a basculé sur le social, que c'est pas notre cœur de métier, mais on peut pas l'ignorer, que si on se base sur le papier, on fait la moitié de ce qu'on fait vraiment, parce qu'il y a tout un tas d'activités qui deviennent invisibles, comme régler les contentieux des factures EDF, voilà, faire du boulot qui vont dire d'assistante sociale, voilà. Mais effectivement, il y a tout un. Au final, le cœur de métier, on va dire, c'est prendre à l'instant T. Voilà, et prendre à l'instant T. Et donc, ça, c'est pour évidemment tout un tas de politiques publiques et financées par le FSE. Donc, c'est vrai que ça vient changer les publics. Ce qui vient changer aussi, ce qui fait que les publics changent, et ça, c'est un autre point très important, c'est que se dégage un profil récurrent dans les consultations, dans les entretiens avec les demandeurs d'emploi, c'est que c'est de plus en plus de demandeurs d'emploi qui souffrent encore de leur expérience passée du travail. Des victimes du burn-out, ou plus généralement de syndrome d'épuisement professionnel, de harcèlement moral, d'accidents somatiques, d'accidents de travail, d'accidents somatiques, ou de maladies professionnelles, et qui arrivent à Pôle emploi à la suite d'une rupture conventionnelle, d'une inaptitude, et qui ne sont pas encore dans des dispositions psychiques pour penser à retrouver un emploi. Voire dans l'incapacité de penser cette éventualité de retour à l'emploi. Et c'est un phénomène qui concerne de nombreux demandeurs d'emploi dans l'institution et qui en plus est encore peu documenté dans la littérature scientifique. Donc évidemment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est effectivement ce changement qualitatif. Déjà qu'on voyait qu'il y avait des écarts entre la prescription et le réel, mais ce changement qualitatif est très important du point de vue de comment on arrive après à composer avec ce réel. Et donc voilà. Et donc dans le cadre de l'accompagnement à Pôle emploi, il y a justement des situations qu'on va appeler les freins périphériques dans le jargon Pôle emploi, mais qui sont des situations justement de blocage, de vision pessimiste ou négative du travail de l'emploi, qu'il s'agit de travailler au préalable. Et c'est principalement sur ce type de freins périphériques que les psychologues de Pôle emploi travaillent avec les demandeurs d'emploi. Et donc, c'est vrai qu'ils trouvent effectivement des personnes cassées par le travail à de multiples reprises, aussi bien chez les conseillers que les psychologues. Voilà, ça se retrouve pour les deux corps de métier. Et l'explosion, et pour les participants, l'explosion des manifestations symptomatologiques corrélatives des situations de souffrance au travail génère des cas qui sont inextricables, en particulier pour les conseillers. Et ces derniers, effectivement, se trouvent face à des personnes dans la capacité d'être en recherche d'emploi. Et c'est effectivement là que le psychologue de l'agence est bien utile aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à une façon de composer avec cette situation et de l'envoyer vers le psychologue. Et le cœur du travail des psychologues devient ce qui, par ailleurs, ne peut être entendu en fait dans l'institution. C'est parce que si, effectivement, le conseiller a besoin du psychologue et notamment a besoin de cette solution, de cette bidouille pour arriver à composer avec ce réel, c'est qu'en réalité, il n'est pas en mesure, il n'a pas les possibilités organisationnelles de traiter de cette problématique convenablement. Et donc, les psychologues se retrouvent dans des situations où ils accueillent ce qui ne peut pas être entendu en réalité par l'institution. Voilà. Pour le dire, voilà, pour revenir sur la question de la violence institutionnelle, s'il y a une violence institutionnelle, eh bien celle du déni de la souffrance psychique, en fait.
Voilà. Et donc on va retrouver effectivement tout un tas d'après d'éléments ou de pratiques de Pôle emploi qui vont venir appuyer là-dessus, c'est-à-dire envoyer des courriers de telle sorte, voilà, sans prendre en considération effectivement le fait qu'il y a des êtres humains, des états psychiques, et des conditions, des situations sociales auxquelles il faut penser avant de faire certaines choses, mais effectivement, donc une des conclusions du rapport, c'est de dire que c'est une institution du déni vis-à-vis de ça. Voilà. Donc voilà, ce que je disais, le cœur du travail des psychologues devient ce qui par ailleurs ne peut être entendu par l'institution, à savoir que leur rôle est de s'occuper de personnes qui ne cherchent pas de travail. Voilà. Et donc c'est toute là. Et les psychologues en fait et des conseillers, hein, c'est bien sûr c'est les mêmes publics, mais les façons d'arriver à composer avec ça sont différentes et effectivement ces grands écarts en fait entre le réel et ce qui est prescrit par l'organisation du travail, je vais pas m'attarder dessus, mais il y aura souvent de la part des conseillers cette formule, c'est qu'on évolue dans une configuration schizophrénique. C'est schizophrène de travailler dans cette institution et sans trop déplier, mais ce qu'il faut garder de ça, c'est que voilà, la question de la souffrance, là où se loge la question de la souffrance, c'est bien dans ces écarts et voilà, il y aurait tout un tas de choses à dire effectivement sur comment on arrive à composer avec cette souffrance, à tenir. Voilà. Vous le verrez, c'est déjà documenté d'une certaine façon avec le rapport, mais là aussi, je suis en face de personnes a priori très engagées sur ces questions, et les différents commentaires, témoignages vont dans ce sens. Il est vrai que pour les travailleurs, et nous c'est ce qu'on s'attend à voir dans ce genre de situation, c'est que quand les personnes n'arrivent pas à bien accompagner, à bien s'occuper dans les activités de care, dans les activités de service, dans le travail du care, dans les activités de service des personnes, on trouve souvent ce qu'on appelle les stratégies défensives par la péjoration. Et donc, vous avez sûrement des collègues qui sont comme ça, parce que nous avons eu des personnes qui parlaient de collègues qui étaient comme ça, qui étaient très péjoratifs à l'égard des demandeurs d'emploi et qui disaient on a des cafards à recevoir. Voilà. Et donc tout le procédé de la défense par péjoration est évidemment de déshumaniser en fait, voilà, de déshumaniser la relation qu'il y a avec l'usager et finalement ça vient euphémiser ou occulter en fait les pratiques qui seraient en fait considérés comme horribles si on considérait qu'ils étaient humains. Vous comprenez? Donc effectivement, c'est une façon de parler de culpabilité, ils font peut-être de se déculpabiliser, mais en tout cas d'éteindre la souffrance générée par certaines pratiques qui sont réalisées au sein de l'institution auprès des demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que nous, dans ce genre de configuration, on s'attend à voir ça. Après, on a ce biais avec les enquêtes en psychologie du travail, c'est que souvent on a les personnes les plus engagées dans le travail et des fois selon certaines configurations, les moins défendues vis-à-vis de certains aspects. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait avec les participants que nous avons eus. Ce ne sont pas des personnes qui considèrent les demandeurs d'emploi comme des cafards ou comme voilà, mais bien plutôt qui sont dans une autre approche qui va être celle de garder cet aspect du travail du care, de la sollicitude, d'être soucieux de prendre soin un peu de la relation avec les demandeurs d'emploi et donc on va voir que pour arriver à tenir ce genre de
pour arriver à tenir ce genre de position dans l'institution, ça passe par finalement un travail invisible, mais un travail qui est réalisé par les conseillers, voilà, et par les conseillers, les psychologues, pardon. Il y avait une question. Oui, en fait, un collègue du Calvados là qui sur Facebook réagit, c'est Laurent. Il nous dit la chose suivante. Nous travaillons actuellement dans le Calvados sur un projet d'atelier sur le pouvoir d'agir pour les demandeurs d'emploi en global, en accompagnement global. Notion de psychologie du travail. Je trouve l'idée intéressante, entre parenthèses, lancée par la DT a priori. Donc là, c'est suspect, mais bon, ça c'est bon. Mais j'attends de voir comment le sujet sera abordé, car effectivement, l'idée du pouvoir d'agir est surtout de permettre à l'individu d'être au centre, acteur de sa destinée. C'est lui qui, excusez-moi, hop, c'est lui qui sait et non le conseiller sur le principe. Ce qui, par contre, dit une logique prescriptive. Prescriptive, excusez-moi. Alors. Comment dire, je suis très, c'est une manière euphémisée, hein, très dubitatif à l'idée de mobiliser cette idée de pouvoir d'agir. Voilà. Bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi, puisque ça s'oppose quand même strictement à ce que vient de raconter, Fabien, et peut-être que je vais peut-être juste, vas-y. Donner quelques éléments, mais pour dire que je pense que justement ce qui apparaît notamment dans ce qui est décrit par Fabien, c'est que vous recevez des gens qui sont dans un état psychique tel qu'ils ne peuvent pas chercher un travail. Voilà. Bon. Là où c'est compliqué, c'est que vous êtes aussi tributaire du délitement des autres institutions. Et donc ça, c'est des choses qu'on discute beaucoup, qu'on a beaucoup discuté avec les psychologues. Mais je pense que les psychologues aussi expliquent que des fois, ils veulent orienter des personnes vers les institutions de soins, notamment de santé mentale ou en psychiatrie, les CMP, où il n'y a personne. Les files d'attente. Donc, que font là les psychologues ou les conseillers? Se disent, mais on les a là, qu'est-ce qu'on fait? Personne va s'en occuper si ce n'est nous. Alors, il y a voilà, des défenses qui peuvent être mises en place en disant c'est pas mon problème, blablabla, et il y en a d'autres qui essayent de prendre ça. Bon. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est que spécifiquement, c'est des gens, le pouvoir d'agir, il est détruit. Ils sont effondrés. Faire des ateliers sur le pouvoir d'agir, c'est encore une fois vouloir activer les gens. Donc ça va pas. C'est toujours la même chose. Les gens, ils sont détruits, cassés, soit par l'expérience antécédente de travail, soit par l'expérience du chômage en elle-même. Enfin voilà. Et donc, hein, le pouvoir d'agir, non. Pour le moment, il faut être en capacité d'écouter la passivité des autres. Ils vont pas bien, ils peuvent pas s'activer. Le pouvoir d'agir, mes fesses, rien du tout. Donc, atelier, le pouvoir d'agir, non, ils sont détruits, ils vont pas bien. Alors, on va faire des ateliers et on va, sous couvert, et là, c'est là où ça devient compliqué. Je me chauffe, désolé. Vous avez vu, ça m'énerve un peu, mais je veux pas, mais c'est, voilà. Mais... et les profiteroles, parce qu'il y a les deux, hein, voilà. Me chauffe parce que on revient à cette incapacité pour l'institution de comprendre que la société il y a des incidences et qu'elle casse des gens. Elle casse les gens et qu'on récupère des gens cassés. Donc l'atelier pouvoir d'agir, déjà on va écouter comment ils sont cassés. Parce que sinon c'est encore une fois l'atelier. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'on a toute une... Alors là, pouvoir d'agir, ça c'est les trucs d'Yves Clos, à mort, mais c'est aussi toute la psychologie positive derrière. Donc les psychos, ils sont très forts pour opérer un déni de perception de la souffrance des gens. Non, ils n'en sont pas à être pouvoir d'agir. Ils en sont à zéro agir pour le moment. Mais il faut être capable de supporter ça. D'écouter la passivité. Donc, tout de suite, l'atelier, c'est... Alors, et après, il y a tous les mots du pseudo-humanisme de la psychologie positive.
on va aider les gens à se réapproprier leur vie, l'empowerment, et donc les gens vont vraiment se mobiliser, puis ils n'étaient pas bien, et donc on va leur faire confiance. C'est eux qui vont agir, et surtout on va pas trop les aider parce qu'on a confiance dans leur action et tout ça. Et en fait, on cherche à les activer. Et encore une fois, on opère un déni de perception de ce que vous vivez, vous. C'est que vous avez des gens qui arrivent, qui sont cassés. C'est exactement ce que vient d'expliquer Fabien. Et donc, le pouvoir d'agir, non, ils sont malades. Ah oui, alors, réponse compliquée. S'ils sont malades, c'est la Sécu. Et non, hein, donc ils doivent sortir du Pôle emploi, c'est pas notre mission. Sauf que nous, ce qu'on a vu, et qu'on a vu avec des conseillers et des psychologues, mais pas tous. Là aussi, il faut pas que tout le monde se tire tire les bénéfices de ce qu'on est en train de raconter. Non, c'est ceux qui viennent et qui endurent l'angoisse. Exactement ce qu'a raconté Romain. Ce qu'a Romain à la fin déculpabilisé, mais en fait, il est quand même en train de réfléchir et il essaye de trouver des astuces pour que le truc se passe mieux. Donc, il n'est pas totalement déculpabilisé. Il dit, il y a bien une marge dans laquelle j'ai ma responsabilité. Donc, j'essaye de faire des trucs. Mais ce qui est important, oui, vous n'avez pas tout le poids de ce qui est en train de se passer sur l'épaule individuelle, c'est vrai. Mais j'ai des marges. Et vous continuez à réfléchir. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive vraiment sur un point clé. C'est encore une fois, c'est qu'on a des gens à l'intérieur du Pôle emploi qui, pour faire un travail de qualité, travaillent à l'intérieur de l'institution, contre l'institution. Ça, c'est écrit dans le rapport, en conclusion. Je vais vous le lire, que vous allez voir. Parce que comme ça, et c'est voilà, comme ça, vous allez voir. Une fois que je me chauffe un peu, et après, bon, là, je dis, bon, l'écoute qui se déploie dans les entretiens et enquêtes collectives ne produit pas de l'apathie ou de la résignation. Le fait d'écouter les gens. On vous dit, non, si vous les écoutez trop, si on s'intéresse à leur souffrance, justement, il n'y a pas de pouvoir d'agir, on voit que le verre d'eau à moitié vide, etc. Donc, nous, on dit, l'expérience que nous faisons, il y a pas probablement un certain nombre d'entre vous, c'est que les entretiens et les enquêtes collectives, voilà, cette écoute-là ne produit pas de l'apathie ou de la résignation, comme semblent le penser certains tenants de ces logiques. Les logiques d'activation, ou des psychologues tenant de la psychologie positive et qui se retrouvent tous coachs. Et vous avez compris que je les aime pas beaucoup. Bon. Bien au contraire, l'investigation clinique nous montre que l'écoute induit en réalité bien davantage chez la personne au chômage. Énergie et expérience de la dignité. Expérience de la dignité de les écouter. Bon. Activer les gens, leur demander d'être des proposants, de construire un projet professionnel, de mobiliser leur pouvoir d'agir, les enjoindre de s'autoriser à rêver, c'est dénier que le temps de l'écoute est princeps dans l'accompagnement. Et si l'on écoute vraiment, force est de constater que dans de nombreuses situations rencontrées, le temps nécessaire et impératif est celui du soin et de l'élaboration, et non celui de la construction d'un projet professionnel. Plusieurs psychologues rencontrés se rejoignent pour réprouver l'ingénierie du projet qui oblige à retrouver rapidement un emploi ou une autre issue positive. L'écoute des personnes inscrites à Pôle emploi et la prise en compte des questions de santé mentale se constituent alors comme des risques dans cette institution, le fait de les écouter, comme dans les structures associatives opérant dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle, car elle éloigne de l'injonction à la recherche active d'emploi. D'accord ? Donc l'écoute des personnes, elle l'éloigne de l'injonction à la recherche active d'emploi. L'écoute est alors décisive pour protéger les individus percutés et menacés par les dispositifs de traitement du chômage. Pour certains conseillers et certains psychologues, la protection des personnes se structure au sein de l'institution contre l'institution. La temporalité longue, en tant qu'elle est une temporalité psychique, est très certainement ce qu'essaient de tenir les conseillères et les psychologues que nous avons rencontrés. Elles ont l'intuition qu'accueillir la souffrance et surtout l'écouter est ce qui va leur permettre de mieux faire leur travail, même si elles se retrouvent à transgresser les règles fondamentales de l'organisation du travail de Pôle emploi. Je termine sur les dernières lignes du rapport. Pour conclure, en prenant en considération les questions relatives à la santé mentale des chômeurs, la présente recherche met en exergue les atteintes psychiques provoquées par la confrontation à Pôle emploi. Ainsi s'agit-il de reconnaître qu'activer les gens est délétère pour leur santé mentale. Dans cette perspective, les grandes politiques publiques de traitement du chômage ne peuvent plus dénier les incidences néfastes sur la santé, à la fois des chômeurs
et des professionnels de l'organisation du travail ayant industrialisé et gestionnarisé une relation de service qui, pourtant, nécessite plus que jamais les apports du travail vivant. Alors, bonjour à tous. Ça va être difficile de parler. C'est ici. Difficile de parler après cette conclusion. Mais je tenais quand même à raconter moi ce que je vis dans mon agence par rapport à ces fameux ateliers où on nous demande de participer et où on nous demande d'être proactif en termes de propositions d'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et où en fin de compte notre hiérarchie a déjà tout acté et tout descendant de la DG ou de la DT, enfin voilà, et qu'en fait quand on nous fait travailler sur des sujets où nous on s'investit, enfin on nous faisait puisqu'on est beaucoup moins nombreux à se positionner sur ces ateliers ouverts, mais on nous demande de réfléchir, on propose des choses et en fin de compte comme c'est pas ce que le gouvernement ou nos responsables ont acté, eh bien on les appliquera jamais. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est pas en corrélation avec ce qui vient d'être dit avant, mais c'est vrai que je trouvais que c'est important de le préciser, que le management aussi peut faire beaucoup de mal par rapport à l'investissement et l'envie de bien faire que nous pouvons avoir, puisqu'en fait quand on s'investit, on nous dit allez-y, investissez-vous, on va vous croire, enfin la base doit donner son avis, on va travailler sur ce que vous avez comme idée, et au final, pas du tout, et il nous retourne comme une chaussette, et on a pire, en fait, parfois, que ce qu'on voulait. Parfois, on se dit, on aurait mieux fait de se taire, plutôt que... Je donne un exemple très clair, on leur dit, il y a trop de monde à l'accueil, ils nous disent, ah ben, on va fermer l'après-midi. Et là, tu dis, mais voilà, c'est pas du tout ce qu'on voulait, et en termes de confort de travail et de... Voilà, enfin, c'est à l'opposé de ce qu'on voulait, quoi. Mais bon. Oui. Il y a eu, oui, il y a eu une question qui va exactement dans le même sens hein, d'une collègue, Nat, comme ça qu'elle s'appelle. Pourriez-vous aborder le thème du management participatif et ses répercussions sur les agents? Donc c'est un peu ça. Management, excusez-moi du gros mot, participatif. Moi, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plutôt à quoi ça me fait penser. D'abord, je voulais vous remercier pour attraper du coup cette réalité avec une vérité qui est plutôt avec un grand V pour moi. Et qui nous permet aussi d'analyser, de mieux comprendre, et puis peut-être d'affirmer des choses des fois qu'on fait de manière un peu intuitive, voilà, ou un peu spontanée. Ça nous permet d'étayer, en tout cas pour moi, ça me permet d'étayer. Et puis pour poursuivre par rapport à ce que vous disiez là, et la question de l'écoute, je voulais juste, voilà, ça me fait penser à deux personnes que j'ai reçues. Et une personne qui donc était très déprimée et qui s'est retrouvée dans une prestation avec des intervenants qui avaient l'air quand même bien, voilà, sur un travail de projet, et qui m'a dit écoutez, c'était vraiment très bien, on était tout un groupe de déprimés et on a pu parler en fait de notre mal-être et de notre dépression, donc pour aller dans le sens de ce que vous dites. Et très rapidement, une autre dame qui passait ses saisons en fait à faire des ménages dans des mobil-homes de camping là, voilà, qui est saisonnière et qui donc a fait, je vais dire burn-out vite fait, hein, voilà, ok. Et donc elle s'est retrouvée en situation d'effondrement, et en fait elle allait chez le psychiatre, et le psychiatre était tellement, il y avait tellement d'attente, donc elle avait 2 heures d'attente à chaque fois. Et dans la salle d'attente, tout le monde attendait, et ils ont en fait commencé à parler de leur souffrance dans la salle d'attente et se raconter les histoires. Et c'est en fait comme ça, je trouvais que c'était presque un film en fait, et c'est comme ça qu'elle s'est resocialisée en fait, et qu'elle a repris du lien avec les gens, voilà, juste pour aller dans le sens de l'écoute et de... Voilà.
Oui, c'est super intéressant ce que vous dites. Mais alors moi, il y a quand même une question qui m'interpelle, c'est que ça demande vachement de temps. Et du coup, on n'a pas le temps, on n'a pas les effectifs. Alors voilà, il y a quand même un sujet à travailler là-dessus. Ah, mais j'ai un truc à dire. Ouais. En fait, c'était par rapport au fait de prendre du temps et à l'efficacité, parce qu'en fait, on est sur deux termes. Efficacité, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis à Pôle emploi, ça fait 10 ans que je suis en modalité renforcée. J'ai fait 1 an et demi d'équipe emploi. Bon, je suis partie parce que c'était vraiment pas bien. Mais en fait, je prends du temps avec les gens. Mais en fait, je sais jamais, je leur dis s'il faut, ça va être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 4 mois. Mais en fait, c'est efficace. Parce que, in fine, ces personnes-là, quand elles retrouvent de l'emploi, en fait, elles retrouvent durablement du travail. Donc, in fine, c'est efficace, si on parle en termes d'efficacité. Alors, c'est pas sur la même temporalité d'efficacité. Elle n'est pas immédiate, en fait. Et après, en termes de temps, je les laisse pas rien faire, parce que bon, j'ai la chance d'être à Toulouse. Et à Toulouse, il y a beaucoup d'aides pour les demandeurs et demandeuses d'emploi. Il y a la gratuité des musées, la gratuité de la piscine, la gratuité des tarifs réduits au cinéma. En fait, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'informe beaucoup là-dessus. Je leur dis, voilà, je leur montre les cartes des musées, je leur montre des trucs. Non, mais faites des choses. Ne restez pas tout seul chez vous, parce que souvent, quand on est déprimé, si en plus on reste tout seul, c'est... Donc moi, je leur fais faire. Alors, je traduis ça dans mes entretiens par vous avez travaillé votre réseau, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est efficace, en fait. C'est ça qui serait intéressant de pouvoir peut-être quantifier, de montrer, en fait, l'efficacité sur du long terme, ou même du moyen terme, en fait. Au niveau du psy, au niveau de la prise en charge de la sécu, et après au niveau, c'est des gens qui vont recotiser, qui vont retravailler, ça ira mieux avec leur famille, ça va, enfin tout ça. Donc c'est efficace le temps long. C'est pas efficace comme il a entendu, mais moi je suis persuadée que c'est très 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 efficace pour le retour à l'emploi et pour les gens évidemment. Peut-être je peux juste réagir à ce dernier commentaire, et nous en sommes persuadés également, en fait, voilà. Et c'est quand effectivement la dernière phrase du rapport est de dire que dans cette perspective, les grandes politiques publiques nécessitent plus que jamais les apports du travail vivant. C'est ça le travail vivant, voilà, c'est ça le travail vivant, et c'est ça qu'il s'agit en fait d'instruire. Et c'est là vous emboîtez le pas. Je voulais donner des exemples comme celui-ci, en fait, de travail, de tricherie, en fait, qui sont on appelle ça du tricherie, mais c'est au sens noble, c'est vraiment voilà, mais des arrangements. Oui, voilà, des arrangements, tout à fait, et au sens enfin au niveau tant individuel que collectif, en fait, on voit qu'il y a des espaces, et le problème, c'est qu'ils se réduisent. Voilà, c'est des espaces qui se réduisent par les poussées de la précarisation au sein même de Pôle Emploi, des logiciels, voilà, tout ce qu'on a discuté avant. Mais ça y est encore. Voilà. Et effectivement, alors je ne vais pas dire grand-chose pour le management participatif, si ce n'est que tout ce que vous avez dit, on l'a entendu de manière répétée. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, c'est une façon de dénier le travail vivant. C'est-à-dire qu'on va faire réfléchir des personnes de métier sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant, et on va proposer autre chose. Et ça, on l'a entendu plusieurs fois. Effectivement, c'est le management participatif. Voilà, qui vraiment, et qui, comme vous dites, est désinvesti, en fait. Ce n'est plus les personnes de métier avec les idées qui y vont mais plus des personnes sur des questions de carrière, ou voilà. Mais donc effectivement, on voit bien qu'il y a deux rapports au métier qui se dessinent à chaque fois. Oui, moi je suis plutôt en mode de défense un peu passive, et puis je suis très intéressée, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue aujourd'hui. J'aurais voulu savoir donc sur 2 points. Est-ce que le SNU est-ce qu'on pourrait envisager que le SNU, alors seul, en intersyndical, voire avec un syndicat de chômeurs, puisse par exemple proposer une lettre anonyme qui, chaque semaine, chaque quinzaine, chaque mois, présente un cas ubuesque de type Brésil, parce qu'on en a tout le temps. Alors, il faudrait voir au niveau de la confidentialité, comment ça peut se rédiger, comment ça peut se faire. Mais je me dis que par rapport à des collègues qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas là, ou qui ne vont pas oser demander une journée pour venir là, peut-être lire ça, c'est se dire « Ah mais oui, mais tiens, ça me rappelle telle personne que j'ai vue, ou telle situation, ou autre ». Donc, éclairer justement
la vision du demandeur d'emploi qu'on n'écoute plus, la faire rentrer par la fenêtre puisqu'on la fait plus rentrer par la porte. Et à titre purement individuel, donc pardon, je me recule. À titre purement individuel, donc moi j'ai souvent été formée par une association locale là où j'habite à la pratique du Femdouchi. Donc excusez-moi messieurs, cette pratique est dédiée aux femmes. Est-ce qu'on pourrait envisager au SNU des formations, alors type Femdouchi, pas exactement, quoique sur le verbal et sur l'oral, on peut reprendre tout et de façon mixte. Des formations où on puisse apprendre à se défendre contre toutes les injonctions contradictoires que l'on vit au quotidien, mais défendre aussi quand on se sent isolé dans des situations justement de retrait, où on essaye de biaiser, donc savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire réglementairement parlant, mais aussi tous les leviers sur lesquels on peut agir, et parfois à titre individuel, quand on est juste dans sa relation, soit avec un usager, soit avec un responsable. Oui, je te remercie, Carole. Pour le coup, c'est Carole, c'est ça, parce qu'avec le contre-jour, ouais, il me semblait bien. Ah, pardon, c'était incognito et anonyme, excuse-moi. Voilà, désolé, tout le monde l'a reçu. Non, concrètement, c'est un échange qu'on avait en aparté, justement, et on se disait qu'on allait envisager d'essayer de proposer des choses comme ça. Alors, ou sous forme d'ateliers ou de petites formations ou de choses, de savoir comment on peut se saisir des sujets et comment on peut essayer de valoriser justement des pratiques qui vont permettre de contourner la problématique ou en tout cas de s'approprier autrement les choses. Et donc, ça rentre aussi dans ce que tu disais. Donc, oui, on va y réfléchir, on va essayer de vous faire des propositions assez rapides autour de, voilà, on a des outils et puis on a aussi des gens qui ont développé des compétences, j'ai envie de dire, en tout cas des stratégies diverses de résistance et justement qu'il faut valoriser et comment on peut arriver à capitaliser ça et à justement en faire part. Alors pourquoi pas par le biais d'écrits, mais aussi pour ceux en tout cas qui seraient et celles qui seraient intéressés, aller sur du format à la journée d'échange de pratiques avec de l'apport supplémentaire qu'on pourrait donner nous sur ce genre de questions. Donc on a envie de te dire oui. En tout cas, on va y penser, on va essayer de proposer des choses là. Merci. Alors oui, j'ai un message donc sur Facebook et c'est une réponse pour Antoine. Donc c'est Laurent qui toujours sur Laurent qui est du Calvados, hein, sur la question du pouvoir d'agir. Il écrit la chose suivante. Donc je le lis. Hein. Je suis psychologue du travail, formé au CNAM, 2 jours, mais aussi clos. Et je disais aussi que j'attendais de voir comment cela va être exploité, entre parenthèses, sans trop d'illusions. Je rencontre des gens en souffrance tous les jours ou presque. Je sais que leur temps n'est pas celui de l'institution. Néanmoins, sans vouloir vous énerver encore plus, je pense que l'initiative vaut le coup d'être étudiée. C'est vrai, non. Oui, non, mais tout à fait. Non, c'est vrai, j'ai fait un peu mon numéro tout à l'heure. Voilà. Et c'est vous qui êtes au sein de l'institution. Et voilà. Laurent, cœur avec les mains. Pas si. Bon, ça tombe bien. Moi, je voulais aussi revenir sur cette histoire de pouvoir d'agir. Parce que quand mon institution me dit qu'il faut redonner le pouvoir aux gens, le pouvoir d'agir aux gens et tout, ça m'horripile parce que je trouve que c'est, encore une fois, rejeter la responsabilité de la situation de chômage, etc., à l'individu et se dégager de toute part de responsabilité au niveau sociétal. Et effectivement, les gens, quand ils arrivent chez nous, ils sont en rupture de quelque chose, souvent en souffrance, pas tous, certes, mais souvent, et leur dire, mais c'est à vous de faire les choses, c'est en votre pouvoir. Si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. On est dans une pensée anglo-saxonne, la réussite à l'américaine, le self-made man, et si tu n'y arrives pas, si tu es pauvre, si tu es malade, c'est de ta faute. Et ça, voir ça en France, voir arriver ça dans notre institution, je trouve ça extrêmement grave et ça m'énerve beaucoup aussi. Mais je vais être beaucoup plus calme. Peut-être pour vous donner quelques
quelques éléments pour enfoncer le clou, notamment de ce que vous venez de dire. Généralement, la manière dont notamment notre discipline, la discipline de la psychodynamique du travail, elle a un point de départ et un intérêt spécifique pour la question de la souffrance. Voilà. C'est quand même important, c'est notre porte d'entrée pour analyser les situations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par souffrance? On parle donc Christelle en introduction parlait de la souffrance normale. La souffrance normale pour nous, c'est la souffrance qui, en fait, c'est l'expérience affective que nous faisons lorsque nous rencontrons le réel du travail. Le réel du travail, en fait, c'est tous les imprévus, les aléas, les événements de travail qui vont nous mettre en échec. Voilà. Et ça, on part du principe qu'il n'y a pas de travail humain et vivant sans rencontrer le réel du travail. Alors, donc, dans l'activité syndicale, j'en parle même pas, mais c'est exactement... c'est votre activité de travail est jalonnée par des choses non seulement qui sont imprévues, mais qui vous opposent une résistance. Voilà, oppose une résistance. Donc le réel, il est de 3 ordres. Ça peut être le réel matériel, ça peut être des pannes informatiques, ça peut être des problèmes... voilà. Et généralement, quand on doit faire des choses et qu'on rencontre la panne informatique, assez souvent, on fait une expérience affective dans laquelle, pour un certain nombre d'entre vous, alors vous avez vu un peu moi comment donc généralement, j'ai des montées affectives où on a envie de casser l'ordinateur. Prends l'ordinateur et je dis, bon putain, voilà. Vous voyez? Bon, cette expérience affective, lorsque nous rencontrons les difficultés, c'est ce qu'on appelle souffrance. Il y a le réel de la matière, il y a le réel du social. Des fois, les personnes qu'on a envie de claquer, c'est les collègues ou le chef. Ou voilà, vous voyez bien. Ou ça peut être aussi le réel de l'inconscient qui nous agace beaucoup, c'est qu'on a fait des lapsus, des actes manqués, on oublie des choses, et ça oppose une résistance à notre production. D'accord? Donc, cette expérience affective désagréable qui mêle en fait plein de sentiments, colère, anxiété, sentiment de résignation, de lassitude. Enfin, généralement, quand ça marche pas, on n'est pas super content. Quand ça marche pas ou qu'on a une panne de voiture, on se dit pas chouette, j'ai une panne de voiture. Vous voyez? Donc vraiment, mais pour nous, c'est extrêmement important puisque l'expérience du travail, le travail vivant, le point de départ, c'est toujours la rencontre avec le monde, avec la résistance du réel. Ça marche pas. Et dans un second temps, c'est pour ça que c'est le point de départ, cette souffrance-là. Mais dans un second temps, en fait, on va essayer quand même de surmonter les obstacles que nous impose le réel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va inventer, trouvailler, bidouiller, trouver les arrangements pour dépasser les difficultés, les obstacles que nous impose le réel. Et donc, cette souffrance normale, elle peut avoir un autre destin, elle peut avoir un destin particulier qui est sa propre subversion en plaisir. Parce que quand on a rencontré la résistance du réel, quand on a fait quelque chose et qu'on a réussi à dépasser ces difficultés-là, à ce moment-là, on est assez content. Voilà, donc ça c'est pareil, quand on a fait je prends souvent l'exemple d'une thèse, voilà, quand on fait une thèse, voilà, le premier qui vous dit « Ah, la thèse, c'est magnifique, c'est le temps de la pensée, c'est... Oh là là, vraiment... » Non, c'est pas vrai du tout, c'est la merde. En plus, on s'y est mis tout seul, comme des grands, personne ne nous a obligés, et on s'est mis dans des situations dans lesquelles on s'est dit « Mais c'est pas possible. Ça va pas, ça marche pas, on se trouve nul, complètement bête. Des fois, on veut écrire, on n'y arrive pas. On a l'impression que le cerveau est coupé. Vous voyez, c'est le réel de l'écriture. Fabien, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai connu quand il était en thèse. Ça a duré 7 ans, sa thèse. Hein. Il a galéré le bougre. Mais donc, il a beaucoup souffert. Et après, quand on arrive à dépasser les difficultés, que ce sur quoi on butait, ce qu'on n'arrivait pas à dire, alors, le rapport d'Arès, moi, alors là, pour le coup, je me moque de Fabien. Alors, le rapport d'Arès, ça a été pour moi très compliqué aussi. J'ai eu beaucoup de retard et tout ça. Je n'arrivais pas. Et donc, quand on y arrive et que là, je relis le truc, je me suis dit, c'est pas mal la conclusion. Vous voyez le truc? C'est pas trop mal. Vous voyez, il y a le plaisir, voire la fierté du travail accompli, a beaucoup à voir, en vérité, avec l'affrontement avec le réel. Ça, c'est quand même un point important. Mais
Ce qui veut dire qu'on part quand même en disant le travail, c'est pas juste l'éclate. D'accord ? Mais en même temps, c'est une activité humaine qui permet de construire sa propre subjectivité. Et en fait, on se transforme soi-même en transformant le monde. Et pour reprendre aussi l'idée de Marx, Marx philosophe, le premier Marx dans les manuscrits de 44 ou dans l'idéologie allemande, c'est-à-dire que le travail, c'est l'être générique de l'homme. En générant le monde social, je me génère moi-même en tant qu'être humain. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette idée-là. Et donc la question de la portrait, c'est la souffrance. Et ensuite, à un moment, le réel. On rencontre le réel, et on n'arrête pas de faire l'expérience de la résistance du monde et donc de l'échec. Et au bout d'un moment, on n'arrive vraiment pas à subvertir la souffrance en plaisir. L'organisation du travail ne donne pas les moyens de le réaliser. La coopération est inexistante. Mon intelligence, j'ai beau me débattre, l'intelligence ne me permet pas de régler les problèmes. Et à ce moment-là, la souffrance, le destin de la souffrance n'est pas le plaisir, mais devient la souffrance pathogène. Celle qu'on connaît tous, en vérité. Celle quand on parle de souffrance au travail, c'est de cette souffrance-là, généralement, dont on parle. Et donc, on en arrive à ce que cette souffrance, elle attaque la subjectivité, et donc, elle menace l'intégrité psychique. Et donc, une fois qu'on est dans la souffrance pathogène, soit on se défend, soit on tombe malade. Pas bon. Pourquoi je vous parle de ça ? Je parle de ça parce que, comme on a un intérêt pour la souffrance, à chaque fois, et alors là, pour le coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand il y a les actions de QVT, ou QVTC, qualité de vie au travail, on vous explique, on arrête avec la souffrance. C'est énoncé de cette manière-là. On arrête de parler des difficultés. On va s'intéresser un peu au futur, on va s'intéresser aux ressources. Aux ressources. On va faire un peu de renforcement positif. Et donc, il y a toute une construction aujourd'hui, et je vais terminer après sur les psychos, parce que il y a toute une construction aujourd'hui dans laquelle ce qu'il s'agit de dénier dans les institutions humaines, c'est la souffrance. Et là, pour le coup, les psychologues ont une responsabilité majeure là-dessus. S'il y a bien une corporation qui a construit le déni de la souffrance, c'est les psychologues. C'est bizarre de dire ça. Bon. Je vous renvoie à un ouvrage que j'ai cité à midi. Il y a pas mal de choses, mais cet ouvrage, il est bien parce qu'il se lit facilement. Et je trouve qu'il est très bien fait. C'est un ouvrage qui s'appelle Apicratie. Donc Api, H-A-2-P-Y, Cratie, pouvoir du bonheur, Apicratie, d'Eva Illouz, I2LOUZ, et d'Edgar Cabanas, C-A-B-A-N-S. Bon. Ce livre-là a donné lieu aussi à un documentaire que vous pouvez voir qui s'appelle Le business du bonheur, qui a été diffusé sur Arte il y a un an. Voilà. Donc, vous voyez bien de quoi. Donc là, c'est intéressant. Donc, il est très appuyé. Eva Illouz est interviewée là-dedans, très appuyé sur ce livre-là, mais dans lequel il y a vraiment le moment où Martin Seligman prend la tête de l'APA, l'association de psychologie américaine, plus puissante association de psychologie au monde. Il prend. Donc lui, c'est quelqu'un qui fait de la psychologie positive, et il dit maintenant, la psychologie s'est trop intéressée à la pathologie, s'est trop intéressée à la souffrance. Maintenant, il faut que la psychologie devienne la science du bonheur. Donc ça, c'est 1999. Et à ce moment-là, c'est des centaines de millions de dollars qui sont déclenchés. Donc l'armée américaine, Coca-Cola notamment, et un ensemble de groupes de firmes multinationales, y compris de cabinets de consultants, qu'on voit dans le documentaire, qui instaurent la révolution en psychologie dans laquelle on arrête de parler de la souffrance. Et quand on arrive, nous, dans les situations de travail, et donc Fabien en première ligne, puisque Fabien, il est chercheur et il est vraiment, aujourd'hui, plus que moi, un intervenant de terrain. Moi, j'ai des enquêtes, mais beaucoup moins, pas du tout dans les mêmes modalités ni quantités que Fabien. Ça achoppe dans les institutions dès qu'on parle de souffrance. Ça devient un mot proscrit. Et ça, vous en avez fait l'expérience. Quand vous commencez à parler des fois avec la direction ou dans les instances, ah non, souffrance, oh non, on va pas surtout pas parler de souffrance. Oh là là, non, c'est pas de ça. On va être positif. Et donc, c'est juste pour enfoncer le clou. Maintenant, ça devient un enjeu politique majeur de tenir cette question de la souffrance, puisque aujourd'hui, les dispositifs sont construits pour opérer le déni de perception de tout ça. Sauf que nous, alors l'idée, c'est pas d'être... Nous, quand on entend les choses, on aimerait bien parler du plaisir. Ça aussi, il faut que vous compreniez. Moi, j'en ai marre. Nous, on sort abîmés aussi des enquêtes. On sort mal. C'est dur, parce que des fois, on se dit à quoi bon, on en a marre.
Donc cette expérience-là, nous, on l'écoute, donc on la restitue. Moi, j'aimerais dire, les gens, franchement, ils coopèrent, ils ont un plaisir à réfléchir ensemble. Je n'attends que ça. Et donc, je pense que ça devient, voilà, je répète, un enjeu politique majeur de tenir cette question de la souffrance. Et on voit bien qu'il y a des progressions. Et c'est là où donc je reviens sur là. Donc, il y a la psychologie positive, une chose, et après il y a d'autres collègues, c'est pas la psychologie positive, notamment Yves Clos, faut pas déconner, c'est pas du tout ça. Mais ils ont des entrées dans les institutions aujourd'hui plus importantes. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes expliquent qu'il ne faut pas parler de souffrance. Et donc il y a, et je termine avec ça, cette question de la souffrance. Et là, on a des théoriciens de la théorie critique, c'est-à-dire les gens qui ont été formés à l'école de Francfort, les héritiers d'Adorno, d'Horkheimer, etc. Donc ceux qui ont essayé de refonder une philosophie marxiste en essayant d'insérer les apports de la psychanalyse. Et notamment, il y a des figures importantes aujourd'hui. Ça, ce sera aussi peut-être intéressant que vous preniez langue avec eux, notamment Emmanuel Renaud, Jean-Philippe de Renty, Stéphane Habert. Enfin, c'est des gens qui expliquent bien que la dimension critique d'une société passe par ce qu'on appelle les expériences sociales négatives. Il faut s'intéresser à ça pour être en capacité de critiquer la société. Et donc, il est vrai que les théoriciens en psychologie qui dénient ou qui disent qu'ils ne veulent pas entendre de la question de la souffrance, en vérité, deviennent des alliés objectifs du système néolibéral, construit sur une théorie de l'être humain ou une conception de la subjectivité humaine dans laquelle il faut voir le verre d'eau à moitié plein et faire de la psychologie positive. Donc c'est pas des petites questions. C'est pas des petites questions, cette question de souffrance, pouvoir d'agir, ou souffrance, empowerment, etc. C'est vraiment des lignes de clivage importantes. Voilà. Oui. Ouais, moi je suis très très d'accord. C'est un peu dur, hein, c'est vrai, de parler après vous. Mais j'y vais quand même. Non, c'était du coup par rapport à toute cette souffrance en fait et à la faire reconnaître en fait dans l'institution. Je voulais rebondir sur cette histoire de chiffrer en fait, parce que je pensais depuis tout à l'heure en fait à cette déshumanisation liée au fait de chiffrer. Je suis d'accord, et à la fois ça me faisait réfléchir à est-ce que ça rend pas le truc un peu fait divers, c'est-à-dire quand il y a un cas comme ça qu'on va décrire, on va parler de un seul cas. Et du coup, le contre-argument, ça va être mais oui, mais 80% sont contents en fait, donc en fait, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est aussi pour ça que, par exemple, les associations féministes chiffrent les féminicides pour faire reconnaître en fait la problématique systémique et institutionnelle en fait, et pas l'aspect fait divers en fait qu'on pourrait croire inhérent à ces problèmes-là, quoi. Alors là, je pense que justement, c'est de notre point de vue, c'est une question relative à l'action majeure. Cette question de la reconnaissance et alors pour moi, c'est la question de ce que disait Fabien sur la description du monde. C'est en fait, il y a on est toujours pris dans ce qu'on appelle une bataille pour la domination symbolique. Et cette bataille pour la domination symbolique, c'est-à-dire la domination du sens que l'on donne à la société, c'est une bataille. Et cette bataille-là, en fait, c'est une bataille qui repose spécifiquement sur la description du monde. Quelle est la bonne description du monde ? Donc, ce qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, on a la description gestionnaire du travail. Description gestionnaire qui est une description qui est fondée sur une idéologie et des manières de gouverner que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres. Alain Supiot, là aussi, voilà, ça fait partie des auteurs importants. Vraiment, je vous invite à lire les cours au Collège de France qui sont ramassés dans l'ouvrage La gouvernance par les nombres. Il y a des entretiens d'Alain Supiot aussi sur Internet qui sont très très bons. Alain Supiot, en fait, il est aussi un très bon orateur. Et donc, c'est aussi hyper chouette d'avoir des vidéos qui permettent de transmettre des idées. Mais donc, il y a la description gestionnaire du travail et dans lesquelles nous, on essaye d'opposer ce qu'on appelle une description subjective du travail. Et il est vrai que toujours la description subjective, comme elle passe par ce que Georges Politzer, P-O-L-I-T-Z-E-R, voilà, bon, bref, je commence pas à citer trop de gens, c'est bon. En gros,
ce qu'on appelle le drame vécu ou le drame humain. Ce qui compte, c'est de s'intéresser au drame vécu. Et c'est vrai que cette question du récit, il faut arriver à la faire passer pas du tout comme étant le fait divers, où justement, et de s'équiper sur le plan rhétorique et de l'argumentation pour contrecarrer les gens qui vont vous dire c'est 80%, c'est 20%, parce que c'est toujours ce qu'on a. Par exemple, une enquête qu'on a fait à la MSA il y a quelques années, dans laquelle on a des assistantes sociales qui nous disent il y a des dysfonctionnements terribles, il y a la misère des paysans, la misère agricole, on vit ça tout le temps. Et en plus de ça, non seulement il y a une misère agricole, mais il y a des défaillances au sein de la MSA, notamment depuis les transformations de l'organisation. Ils travaillent les mêmes photocopies couleurs que les vôtres, d'accord, et qui disent, en fait, on a des gens qui ont envie de se suicider, qui vont très mal, du fait des difficultés à la MSA. Et donc, qu'est-ce qui est répondu aux assistantes sociales? On leur dit, oui, mais attendez, là, vous en faites tout un foin, mais les erreurs de paiement, c'est que 5%. Pourquoi vous ne parlez pas des 95% qui se passent bien? Voilà. Donc, ça, c'est un travail politique et syndical très important d'aiguiser la rhétorique. Donc, évidemment, on peut s'appuyer sur des auteurs, mais c'est aussi des chemins de rhétorique, une manière d'imposer une description du monde qui est la vôtre. En fait, moi, je ne peux pas vous donner les trucs clés en main, mais ce que je vous invite, c'est à ne pas lâcher sur la recherche des modes rhétoriques. Tout à l'heure, en haut, j'ai entendu, je ne dis pas le prénom, comme ça, vous restez incognito, hein, voilà. Mais il y avait, par exemple, c'est quand même une idée de comment on impose une description dans laquelle, par exemple, régulièrement, on scande des descriptions un peu ubuesques, comme ça, qui font que petit à petit, on installe une description du monde. Et ensuite, il faut arriver à travailler, alors là aussi, ça c'est des choses qu'on peut faire ensemble, à travailler même sur des questions qu'on appelle épistémologiques, c'est-à-dire des questions de théorie de la connaissance, pour rendre compte, de manière aussi, là pour le coup, théorique, de l'incapacité des chiffres à décrire le monde tel qu'il est. Je pense que ça aussi, c'est ce que... Vous avez vu avec les suicides, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. C'est ce que les collègues chez France Télécom ont été incapables de faire. Ils n'ont pas été capables d'opposer une autre description du monde et ils sont rentrés, donc c'est le piège, ils sont rentrés dans la description quantitative et tout ça s'est retourné en fait. Tout ça s'est retourné. Donc ce que je veux vous dire, c'est il faut aiguiser la rhétorique. Il ne faut pas lâcher justement sur les histoires singulières. Parce que pourquoi? Parce que vous allez voir, l'effet que ça a, ça c'est l'expérience qu'on a nous, en psychodynamique du travail, c'est que... Je vais vous donner un exemple. Souffrance en France, c'est un bouquin écrit par Christophe Dejour en 1998, dans lequel il introduit le concept de souffrance éthique. Il dit, il y a des transformations, 98, il y a des transformations du monde du travail, et ce qu'on rencontre, c'est une souffrance qui est en lien direct avec le fait que les gens participent et concourent par leurs actes à des choses qu'ils réprouvent eux-mêmes du point de vue de leur sens moral. Et donc, dans le travail, ils trahissent leur éthique et leur dignité. Et il y a une souffrance qui est la souffrance éthique. Là aussi, il faut voir, ça sort en 98. Comment il sort ça? Il sort ça à partir de 2-3 enquêtes et de consultations en cabinet. Il dit, la souffrance éthique, c'est un problème et ça va devenir un problème majeur. La réception de souffrance en France, il faut voir. Il y a un certain nombre de collègues qui disent que Christophe Dejour trahit la classe ouvrière parce que il ose dire que les gens participent à des actes qui vont à l'encontre du sens moral. Il y en a qui vont dire c'est le tournant moral de la psychodynamique du travail. Il va y avoir des gens qui vont ricaner. Vous avez reçu Danielle Linhart. Danielle Linhart, fin des années 90, elle ricane. Aujourd'hui, elle se dit spécialiste de l'éthique, Danielle. Je l'aime bien, Danielle. Aucun problème avec ça. Et je trouve qu'elle est extrêmement utile mais il faut reconnaître à un moment qu'on a congédié la souffrance éthique, qu'on a ricané, qu'on a expliqué que c'était traître à la classe ouvrière. Et aujourd'hui, Danielle, elle reprend ça. Et elle est venue vous raconter ça. Et moi, j'ai lu ses ouvrages. Mais, vous voyez, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a eu quand même une avancée du côté de la description du monde. Il y a des gens qui ricanaient, il y a des gens qui disaient que ça n'allait pas. Aujourd'hui, la souffrance éthique devient même un mot que l'on utilise régulièrement. Mais
on sait d'où il vient ce concept. Souffrance éthique, on sait qui a créé, quel ouvrage, quelle date. Et donc petit à petit, il y a eu une bataille pour la domination symbolique pour imposer ça. Christophe Dejour n'a pas lâché, d'autres ont suivi, on a écouté les gens sur le terrain, et par exemple la tribune des 3000, donc qui est la tribune des magistrats, qui en fait elle a été signée par 6000 magistrats sur 9000, cette tribune. C'est des gens qu'on connaît très bien, voilà, qui se sont formés chez nous à l'Institut psychodynamique travail et qui imposent le terme de souffrance éthique. D'accord ? Et donc, pourtant, c'était pas quantifié, c'était une description du monde. Et donc, plus on va faire des descriptions, plus vous allez vous exercer aussi dans les instances à faire réémerger les corps, faire réémerger les histoires, apprendre la rhétorique en disant oui, oui, vos 80%, mais moi je vais vous parler de la vraie vie. Et on va vous sortir la personne qui vient avec l'oiseau sur le... Et vous allez apprendre. Et ça, en fait, c'est un apprentissage collectif parce que dans la bataille politique et syndicale, on n'a pas appris à faire ça. Parler des histoires, apprendre à les raconter, comme un psychologue qui doit apprendre à présenter un cas clinique. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, présenter un cas clinique, on apprend à faire ça. Présenter une histoire, repérer quand on vous embarque sur les chiffres pour dire voilà vos chiffres, on connaît très bien et on peut dire l'inverse. Et vous apprenez la rhétorique pour contester dans l'espace interne, public de l'entreprise ou dans l'espace médiatique à déconstruire ces manières de penser. Et donc c'est vrai que moi ce que je vous invite c'est, si vous êtes d'accord avec cette manière de procéder, eh bien il faut collectivement apprendre à décrire d'une nouvelle manière les choses. Parce que ce que je sais, c'est que vous ne le faites pas tout à fait. Des fois, vous le faites, mais ça ne devient pas une ligne directrice. Et c'est en ça que, justement, on avance du côté de la théorie politique, de la théorie de l'action. Si déjà, vous, ici, vous commencez à vous dire, ou qu'il y a eu ne serait-ce qu'une quinzaine de personnes qui se disent il y a une priorité à ce qu'on décrive des situations. OK, au début, on va nous dire c'est le fait divers. Mais comme on va se prendre le réel dans la tête, on va avoir un petit collectif. Et on va discuter de ce qu'on a pris dans la tête de la direction pour analyser ce qui nous a été dit, comment il fallait le dire de manière différente, sur quoi il fallait s'appuyer. Et vous allez trouver, mais à la seule condition d'avoir un espace de délibération pour revenir et discuter de la manière dont on vous a claqué le beignet. Parce que ce qui est aussi compliqué quand on est syndicaliste, c'est qu'à un moment, on se retrouve dans une situation où des fois on est un peu seul à tenir, par exemple, ou même dans un collectif de travail. Ça, on a eu ça. Collectif de travail, on est le seul à un moment à dire un truc et on se prend le silence et ça fait mal. Mais si en plus on est tout seul, au bout d'un moment, on apprend juste à se taire. On continue pas, on arrête. Si vous avez un espace dans lequel vous pouvez revenir là-dessus, le discuter, discuter aussi de ce que ça vous a fait, parce que c'est dur de vous prendre le mur des dénis. Mais petit à petit, il y a une construction collective qui se fait et vous commencez à apprendre de nouvelles manières de faire que moi-même, je ne connais pas. Donc l'invitation, c'est à ça, c'est à partir de ce que vous venez de dire, en fait, de le garder comme un problème et pas un problème individuel qu'il faut traiter collectivement. Cette bataille, c'est quand même, c'est très important, cette domination pour la domination symbolique, cette lutte pour la description du monde. Voilà. Il n'y a plus. C'est une belle conclusion. Ah, attends. Merci. Oui, alors par rapport aux chiffres, et tout à l'heure pour revenir sur la communication, un émetteur, un canal et un récepteur, où effectivement maintenant c'est pas ça. Donc quand j'étais sur Équipe Emploi, donc vous connaissez le principe, on avait donc une redescente de chiffres tous les mois qui n'était pas bon. Tout simplement parce que ce n'était pas applicable. Et on était donc en visio, c'était quand même plus pratique. Et la chargée nous dit voilà, les chiffres du mois, ils sont pas bons, mais je dis pas ça pour vous mettre la pression. Et donc, en fait, j'ai pris la parole et je lui ai dit du coup, c'est pourquoi ? Parce que du coup, j'ai réinstallé voilà. Alors là, j'ai eu une espèce de réponse un petit peu... Et là, je dis, je n'ai pas compris. Et j'ai répété 3 fois la question. 3 fois la question pour lui dire, voilà, mais pourquoi est-ce que du coup, tu nous le dis, si c'est pas pour la pression ? Et à la fin, elle s'est sortie en disant, dis donc, t'es vachement sur les chiffres. J'ai dit, comme toi, en fait. Mais en fait, je pense que c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a une communication qui n'est pas désirée, mais qu'on peut quand même des fois saisir la balle au bond et poser des questions.
Dire mais pourquoi du coup? Voilà, parce que moi je sais que les ateliers, par exemple, je les fais pas. Si je les trouve ineptes, je les fais pas. Je dis non. Alors on me dit t'as pas le droit, ben en fait si j'ai le droit de dire non. En fait, bon, j'ai pas trop de promotion du coup, mais ça c'est pas très grave. Mais on peut réinstaurer. Vous n'avez pas la posture. Non, ah non, 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 clairement non. Mais je fais du bon travail et ça me va, ça me suffit en fait. Mais on peut de temps en temps, je crois, il faut le faire de se dire, mais pourquoi? Tout simplement pourquoi? Ou voilà, à quoi ça sert? Dans les espèces de sous-entendus, oui bon, vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait non, on voit pas en fait. Non, je vois pas et je comprends pas. Mais expliquez-moi vraiment texto ce que vous voulez dire, parce que là, après, ils sont quand même sacrément emmerdés s'ils doivent nous dire la vérité, parce que eux-mêmes sont très emmerdés avec ça. Donc voilà. Juste un dernier. Vous voyez ce que vous venez de faire là, ça va aider à un moment des personnes qui ont entendu cette réponse-là, et c'est hyper important. Alors, si en plus vous instituez ça régulièrement, là, ce truc de. Alors pourquoi tu nous le dis? Je suis pas. Il y a des gens qui l'écoutent là, et ça se trouve dans 1 mois ou 2 mois, il y a des personnes qui ont. Ah mais pourquoi tu nous le dis? Et c'est ça, apprendre la rhétorique, c'est discuter des difficultés que vous rencontrez, comment vous avez dépassé les choses. Voilà. Donc c'est aussi pour dire, le simple fait d'énoncer ça aide à penser, ça aide à... Voilà. Ok, bon, bah, une journée riche, hein, voilà. On va essayer de conclure cette journée d'échange. Peut-être juste quelques éléments, si on doit retenir un certain nombre de choses de cette journée. Enfin, en tout cas, moi, ma perception, hein, ce que j'ai retenu, c'est que la productivité d'un travailleur n'existe pas et que c'est le résultat d'un travail collectif. Donc ça, c'était les apports de Mireille ce matin, avec le fait que la mise en concurrence des travailleurs est une arme du néolibéralisme pour permettre la transformation et de la société du travail, et que là-dedans, l'État a un rôle de super RH par rapport justement au marché du travail, et ça on va le voir et on va le prendre en plein par rapport à France Travail, ça pour le coup n'en doutons pas, demain matin, et que dans l'individualisation de la relation de service et cette industrialisation qui se passe, la posture s'articule aussi autour des éléments de propagande, et les éléments de langage en font partie. Et enfin, alors moi, un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le chiffre fait disparaître la vie humaine, voilà, et que pour pouvoir agir, il va falloir déconstruire un peu les schémas qui nous sont proposés, de sorte à pouvoir proposer d'autres voies. Et là-dedans, le travail qui nous a été proposé aujourd'hui et les apports importants qui nous ont été proposés aujourd'hui vont pouvoir alimenter les travaux du bureau régional du SNU. Et on va vous demander aussi votre participation pour essayer d'avoir une réponse syndicale et des propositions syndicales pour aider tout un chacun à lutter et à résister par rapport à ce genre de choses. Donc ça, c'est les tâches qui sont ouvertes à nous dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, Alexandra, Pierre, non? Martine, non? Voilà, Pierre? Oui, moi je voudrais vous remercier aussi l'intervenant de ce matin. On a tous appris, hein, c'est pas parce qu'on est en instance qu'on sait mieux gérer, appréhender et trouver des moyens d'agir, de résister. Donc voilà, c'est tout un tas d'outils et de réflexions qui nous permettent de nourrir voilà, nos différentes réflexions. C'est très important qu'on le fasse, c'est aussi encore plus important qu'on le refasse. Moi, j'ai retenu que voilà, il fallait composer avec le réel, et face à une direction qui répond sur le sujet de la souffrance, parce qu'on n'en a pas parlé, par rapport au fait que la souffrance, c'est un ressenti. Aujourd'hui, on voit qu'on peut reposer les choses différemment, qu'on peut avoir une réflexion à long terme, et qu'on doit agir différemment, et je crois qu'il faut qu'on s'y emploie dès que possible. Merci en tout cas à vous. Merci pour l'invitation. Allez, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Alors vous aurez la retransmission, si vous voulez, sur Facebook et YouTube de la conférence d'aujourd'hui. Donc si vous voulez revoir certaines parties, réécouter un certain nombre de choses, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, on reste à votre disposition.
N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez la chance et le plaisir d'avoir le teasing sur toutes les vidéos du SNU qui sont envoyées en avant-première. Rentrez bien chez vous. Et à la prochaine.